l'Europe, elle s'est vraiment construite comme une sorte de tapis rouge pour les intérêts des bourgeoisies en fait européennes, intégrées en fait au capitalisme américain. Et du coup, il n'y a aucune façon de mettre un frein à l'échelle institutionnelle à toutes ces réformes. On peut absolument rien faire. Et donc la seule façon, c'est justement de sortir en fait de l'Europe pour retrouver une marge de manœuvre politique. Si Macron soutient, c'est qu'il y a un problème en fait. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Enfin, je veux dire, il y a quand même, oui, comme tu dis, Macron ne va pas soutenir les Palestiniens, mais évidemment, il y a un conflit de classe en fait qui est énorme en fait sur la question européenne. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pauvres, toutes les classes populaires en fait, rejettent majoritairement l'Europe, alors que les élites en fait sont beaucoup plus pro-européennes. Glucksmann, CIA, Glucksmann. Ouais. Bonjour Marlène Rosato, comment ça va? Ça va très bien, oui, ça va, mais toi? Ça va. T'es content d'être là? Je suis très heureuse. Tu t'es préparé? Un petit peu, ouais. T'es stressé? Ça va, tranquille. Mais t'es fatigué par contre, tu m'as dit. Ouais. Parce que t'as eu du gros travail et tout. Ouais, j'étais à Bruxelles justement pour, dans le cadre de mes recherches et tout sur les fonds d'investissement qui investissent du coup dans les terres agricoles en Europe. Ouais. Et des fonds d'investissement américains. Ouais. Et du coup, on pourra faire le lien, si tu veux, avec justement le rôle des États-Unis dans l'intégration européenne. T'es prête à taper sur les États-Unis? Toujours. Il y a le grand et le petit Satan. Tu connais cette expression? Vas-y. C'est le Liban, ça. C'est non, je vais pas te mettre dans la merde. Mais les Libanais disaient qu'il y a le grand Satan, c'est les États-Unis, et le petit Satan, c'est Israël. Bon, on va parler de tout ça, on va parler, je suis très content de t'avoir et je suis particulièrement content de t'avoir parce que tu fais partie des gens qu'on voit très peu sur internet, et c'est aussi pour ça que j'ai fait les Talkie Oui. C'est parce que je rappelle, les gens, moi ce qui m'a motivé, c'est d'abord parce que j'étais dans un milieu militant politique, marxiste, antiraciste, décolonial et tout, et qu'il y avait plein de gens qui étaient super intéressants mais qui se contentaient d'écrire des longs articles mais qu'on ne voyait pas. Et je me suis dit, c'était cool d'avoir une émission pour que ces personnes puissent parler et expliquer un peu leurs travaux et leurs analyses. Et donc, tu fais partie de ça. Toi, tu travailles beaucoup sur l'Europe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu es économiste de formation? Non, je suis politiste. Excuse-moi, je vais mettre ça comme ça. Ouais, je suis politiste et j'ai fait du coup une thèse en relations internationales. D'accord. Et donc, on va parler de l'Union européenne avec ça, on va parler du Frexit, on va parler aussi d'anti-impérialisme et d'impérialisme, on va parler de l'OTAN et on va parler de marxisme. Ça te va? Très bien. Déjà, est-ce que tu peux le master RPZ? C'est les relations internationales, je pense que vous avez fait le même. Ouais, on a fait le même, ouais. C'est quoi ta formation? T'as fait quoi comme étude en gros? Moi, j'ai fait des sciences politiques. Enfin, en fait, avant, j'ai fait du droit. Après, j'ai changé. J'ai fait de la science politique, spécialisée relations internationales, donc le même master que Cassandre. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une thèse en relations internationales sur l'Union européenne, enfin, sur l'intégration européenne d'un point de vue historique. Et en gros, le but, c'était de dire que toutes les études européennes, en fait, elles sont vraiment centrées sur qu'est-ce que font les États européens, qu'est-ce que font les grands hommes européens, etc. Que fait le capital européen, par exemple. Mais en fait, à aucun moment, la dimension des relations internationales rentre en jeu pour analyser ce qui se passe en fait dans l'Europe, parce qu'il y a un peu un principe qui est de dire que la politique interne, elle est séparée de la politique extérieure. D'accord. Et du coup, moi, j'ai utilisé la théorie de Trotsky, donc du développement inégal et combiné, pour un peu remettre en cause ça et montrer qu'en fait ce qui se passe à l'extérieur, surtout dans le contexte post-45, en fait, a une implication en fait directe sur le processus de construction européenne. D'accord. Ok, toi tu démarres direct, tu dis Trotsky, machin, développement inégal. C'est ouf. Il y avait une question, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la différence entre politiste et politologue? Oh, c'est la même chose. Ouais, pourquoi tu préfères le terme politiste? J'ai l'habitude de dire ça, mais j'aurais pu dire aussi politologue. Enfin, ça change pas grand-chose. Ça a l'air intéressant. Oui, je suis choqué parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit. Je lui ai dit, c'est quoi sa formation, hein? Elle était déjà en train de me faire sa thèse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur l'Europe? Le sujet qui, pour beaucoup de gens, est le sujet le plus chiant qui soit. Ouais, pour moi aussi, j'avoue. En fait, donc c'est chiant. En fait, quand on étudie justement genre la prise de décision politique, etc., c'est un peu chiant parce que c'est très institutionnel. Genre que fait le Parlement, que font les institutions européennes, etc. Mais moi, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire un truc un peu plus sexy, on va dire, intégrer un peu d'économie et en fait des rapports de force, des relations géopolitiques
Et pourquoi j'ai voulu travailler sur l'Europe? C'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma thèse, en tout cas mes recherches, c'était en plein pendant la crise grecque, enfin on va dire la crise économique, quoi. Enfin, qui commençait en fait à avoir. C'était il y a plus de 10 ans, là. Alors la crise, donc c'était 2007-2008, mais. Ah oui, il y a plus de. Non, 2025, oui. Mais du coup, en fait, politiquement, en fait, justement, et là, ça, on pourra y revenir dessus, en fait, ça a bougé, en fait, de façon inégale, donc de façon un peu décalée en fonction des pays. Ouais. Et moi, quand je commence ma thèse, en fait, c'est la Grèce, en fait, qui pète, avec le référendum et tout, donc toutes les critiques. Et du coup, à partir de mes recherches, je me suis un peu engagée en politique sur ça, du coup. Si j'avais eu des cours de relations internationales avec Trotsky, ça aurait été grave plus intéressant. Mais je pense que c'est pas avec les cours que tu as eu des trucs sur Trotsky. Parce que tu as aussi une formation politique. Ouais, voilà. Que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours politique ou est-ce qu'il y a des... Ouais, bah, il y a un passé un peu sombre. Un peu sombre, ouais. Disons que j'ai été Ensemble, en fait, à l'époque. C'était quoi déjà Ensemble? C'était le truc de Clémentine Autain. Waouh. C'est pas grave. Hein. Il y a quand même pire que de commencer avec Clémentine Autain. Ouais, surtout qu'en fait, on avait des très bons formateurs, on avait des très bons cadres. En fait, moi, j'ai eu comme formateur Cédric Durand, j'ai eu Razmil Kocheyan, j'ai eu des gens un peu qui pèsent. Ils étaient ensemble, eux deux? Ouais, ils étaient ensemble. C'est des économistes à lire. Razmil Kocheyan, je sais pas s'il est économiste. Il est sociologue, mais il a quand même un fort ancrage économique. Par contre, Cédric Durand, lui, est économiste. Les gens allaient lire, c'est vraiment bien. Il a beaucoup écrit sur Contretemps, on va y revenir. Ouais, il a écrit aussi un bouquin sur l'Europe. Ouais. On finira avec l'Europe, je crois. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, t'avais fait Ensemble. Ouais, du coup, j'étais Ensemble. À une époque où on va dire que c'était... Enfin, moi, comment je le voyais à l'époque, en tout cas, c'était un peu la tendance de gauche par rapport au PG, à l'époque. Le parti de gauche, ouais. Qui, en fait, n'avait pas encore fait son tournant, on va dire, anti-islamophobie, genre, on va dire, un peu anti-impérialiste, comme c'est le cas de la FI aujourd'hui. Et donc, nous, Ensemble, on était un peu la fraction de gauche. Enfin, en fait, on essayait d'avoir un peu une influence sur ça. Et j'ai fait partie du plan A, plan B. D'accord. Et du coup, je sais pas si tu te souviens, c'était la stratégie de Mélenchon qui était de dire, en fait... Sur l'Europe? Ouais. Celle qu'il a abandonnée, on va y revenir. Oui. Et du coup, l'idée, c'était de dire, on a le plan A, c'est-à-dire, en fait, on fait une refondation des traités, en fait, et on exerce un peu une pression, un rapport de force vis-à-vis des autres États. Et en fait, s'ils nous écoutent pas, on fait le plan B, c'est-à-dire, en fait, on sort. D'accord. Mais les mêmes baskets gauchistes qui font des thèses, je reconnais. Salut les gens, je vous parle en totale liberté et en totale indépendance. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un certain nombre de choses, notamment le Tipeee. Effectivement, vous pouvez soutenir, si vous appréciez le contenu de Wissam Gzelka, le Tipeee en dessous, le Tipeee de Zawa Prod, ainsi que Streamlabs, le Streamlabs de Oui, la saucisse. Si vous souhaitez soutenir ce contenu, il y a également les liens affiliés. Si vous souhaitez acheter les livres, il y a Amazon et Fnac, les liens affiliés dans la description. Bon visionnage et merci pour votre confiance. Bisous. C'est bon. Et d'ailleurs, donc tu étais Ensemble, mais tu as quand même été encore plus radical après, non? Comment t'en es venu à faire une thèse où tu cites, travailler sur l'Europe en citant Trotsky? Il y a quand même une formation marxiste, non? Ouais, du coup, j'ai été un peu formée par, on va dire, les cadres d'Ensemble, mais j'étais aussi à Période. La revue Période. La fameuse. En fait, il faudrait voir dans les invités le nombre de personnes que j'ai invitées de la revue Période. Et donc, tu écrivais pour la revue Période, tu faisais quoi? Non, j'écrivais pas. Je présentais en fait des articles qui étaient là. J'étais un peu vite fait dans la team qui organisait le. Ouais. Et ça t'a formé complètement. Ouais. Complètement. Je pense que toute ma formation, on va dire politique, je l'ai faite là. Après, j'avais un petit peu des idées un peu plus économiques dans le cadre d'Ensemble, mais vraiment ma formation politique en tant que marxiste, c'était à Période. Mais c'est là où j'ai rencontré tout le monde aussi. Ouais. Morgane, Gianfranco, il était à Période ou pas? Je sais pas s'il était vraiment à Période. Il y a vraiment le lobby Période. Hein. Mais en tout cas, il y participait pas mal. Il y avait Ouria aussi qui participait. Ouais. Voilà, et puis Stella, Félix, tout ça. Montferrand, il était aussi à Période. Ouais, Montferrand. Il y avait Benjamin aussi. Ouais, oui. Ouais. Vraiment, les gens, encore une fois, je répète à chaque fois, mais allez lire les articles de la revue Période. Malheureusement, c'est un peu moins accessible là, sur Internet, mais je crois que si vous recherchez des articles et tout, vous les trouverez. Donc, allez lire la revue Période. Et quels sont les auteurs qui t'ont le plus marqué, toi? Tu veux dire dans le marxisme? Ouais.
Bah, pas en littérature, peut-être que si t'as envie, mais ça m'intéresse un peu moins. Mais vas-y, si t'as envie, il y a un auteur qui t'a. Vas-y. Non, mais moi, du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'État, en fait, et sur la théorie de l'État. C'est en fait pour penser. Poulantzas. Ouais, voilà. Poulantzas classique. Classique, ouais. Enfin, genre, je sais pas, Poulantzas, Gramsci, Trotsky, Lénine. À la base. C'est qui ton préféré? Althusser aussi, j'aime bien. Ah ouais, mais ça, c'est la revue Période. Attention, parce que la revue Période, c'est des Althusseriens. Mais tu trouves ça encore, par exemple, Poulantzas ou Althusser, tu trouves ça encore intéressant pour penser l'époque ou Et disons que moi, j'ai pensé. Poulantzas, c'est davantage sur l'État. Mais en fait, moi, j'ai pensé, si tu veux, ma thèse, etc., et comment est-ce qu'on pense l'intégration européenne, je l'ai pensé à partir de Poulantzas et de Trotsky. C'est-à-dire Trotsky pour la question des relations internationales, Poulantzas aussi sur la question justement du débat sur l'impérialisme. En fait, c'est quoi l'Europe? En fait, pourquoi est-ce que l'Europe est un peu soumise en fait aux États-Unis? Parce qu'il y a des investissements directs à l'étranger américains. Donc lui, il y a eu un débat, peut-être on y reviendra. Et du coup, moi, j'ai un peu appliqué la théorie de Poulantzas. Telle qu'elle est pensée à l'échelle de l'État, et moi je l'ai appliquée à l'échelle de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on pense en fait les structures étatiques de l'Europe, les différentes institutions, le rapport avec le capital, à partir d'une grille de lecture poulantzasienne? D'accord. Ça c'est classe de dire ça. Hein. À partir d'une lecture poulantzasienne, il y en a peu qui le disent. Oui, ah ouais, Althusser, mais je pense que Althusser, alors ça fait un peu partie des marxistes un peu boudés, maudits. Bon, il y a notamment l'histoire avec sa femme, parce qu'il a aussi tué sa femme. Il l'a étranglé, non? Il a eu une crise de folie, un truc comme ça. Donc c'est un peu l'auteur maudit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Althusser sans vraiment l'avoir lu aussi. Ça fait partie des gens que tu peux facilement rejeter parce que personne ne l'a lu. Et donc, ça fait classe de dire « Ah non, on lit pas Althusser ». Mais il y a des trucs intéressants. Moi, j'en ai lu quelques-uns. Il y avait un truc sur Lénine et tout. C'est vraiment cool. J'y pense avant qu'on aille plus loin. J'ai oublié aussi de présenter que tu écris, toi. Tu écris beaucoup d'articles pour Contretemps. Tu as écrit pas mal. Tu as écrit aussi pour le magazine Nous Magazine. Tu as écrit un article. Alors, c'est le numéro 3. Petit blanc, fascisme ou révolution. Tu as écrit un article sur le Frexit, c'est ça? Ouais. Alors, c'est quoi déjà le titre? C'est un Frexit de gauche. Attends, je vais te retrouver le titre précisément. En plus, je l'ai lu tout à l'heure. Je me suis dit, merde, il faut quand même que je le lise. Penser les contours d'un Frexit non nationaliste. Donc, ici, dans la revue Nous. Tu as aussi écrit, tu as aussi co-dirigé un ouvrage avec. Alors, je ne sais jamais dire son nom. Burbaumer, non? Burbaumer? Ouais. On dit Burbaumer? Ouais. C'est juste comme ça? Burbaumer, ouais. D'accord, je croyais qu'il y avait un truc Burbaumer, un truc comme ça, d'accord. Avec Burbaumer et Cuquier. Cuquier, ouais. Cuquier. Putain, mais pourquoi j'essaye de les angliciser? Donc, avec Burbaumer et Cuquier, qui s'appelle Europe, Alternative démocratique, analyse et propagande proposition de gauche. C'est quelle édition? C'est La Dispute, non? Ouais, c'est ça. C'est aux éditions La Dispute. Donc, tu as beaucoup écrit sur ça. Et donc, moi, sur la revue Nous, on sait que c'est la revue de parole d'honneur, du pire et tout. Toi, tu as rencontré quand l'antiracisme politique? Et est-ce qu'au départ, tu étais un peu réticente, comme le sont les autres, vis-à-vis de l'antiracisme politique et surtout de figures comme Horia Boutelja? Moi, en fait, mon entrée en politique, elle se fait par ça, en fait. Parce que moi, je me suis politisée vraiment quand j'étais à Période, etc. Et donc, en fait, les gens qui m'ont formée sont les gens très proches d'Horia, voire Horia, en fait, qui intervenaient. J'ai lu, en fait, dès que je me suis politisée, j'ai lu ses livres, en fait, assez rapidement. Et j'ai toujours été fan, en fait. Il n'y a jamais eu de... Enfin, au contraire, ça m'a tout de suite parlé et tout de suite... C'est bizarre, comment t'expliques que toi, ça t'a pas choqué? Je sais pas... Mon histoire, enfin, je sais pas, genre des trucs de ma vie, quoi. Je sais pas, ça a fait sens pour moi. Tu veux dire, parce que je vais faire une petite parenthèse, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont participé à la revue Période et qui ont donc une éducation marxiste, on va dire, plus ou moins solide, plus que moi, qui sont très marxistes et qui n'ont pas été particulièrement, réticents aux analyses de l'antiracisme politique et plus particulièrement au Parti des indigènes de la République. Pardon. Non, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est parce que vous êtes léniniste que vous nous aimez bien. Ouais. Ouais. Mais en fait, pour moi, Horia, vous, etc., vous êtes marxiste, en fait, et je vois pas trop... Attends, répète et dis à la caméra. Bah ouais, pourquoi vous êtes marxiste? Enfin, je vois pas trop le... Enfin, pour moi, parce qu'on est rejeté de la gauche. On est rejeté non, mais la gauche, bien sûr. Il y a des gens qui nous disent qu'on n'est pas des camarades. Ah oui, alors non, alors... Est-ce qu'on est ton camarade? Ah mais évidemment. On est la famille? Ah mais complètement.
Ah bah ça va. Bah merci beaucoup. Et aussi, tu prépares un livre, il me semble, aux éditions Amsterdam. Ouais, je suis en train d'écrire un bouquin, enfin d'adapter en fait le bouquin de ma thèse en fait, de la transformer en livre. Et donc ça sera sur, on va dire, la géopolitique, mais en fait la géopolitique c'est un terme qui vient en fait de la théorie réaliste en relations internationales. Donc moi en tant que marxiste, ce sera plutôt sur les relations entre impérialisme et hégémonie appliquées en fait à l'Europe, à l'intégration européenne depuis 1945 à peu près. D'accord. Et là, on va parler de Frexit, du rapport aussi. J'aimerais bien aborder avec toi le rapport avec la nation, la dialectique à adopter par rapport aussi à l'Union européenne. Comment t'expliques que ça fasse autant de débat, qu'il y a autant de gens qui sont réticents à l'idée d'un Frexit, et la première chose qu'ils vont nous dire, c'est que c'est réactionnaire, c'est revalider l'État, c'est nationaliste. Là, avant qu'on aille vraiment en détail, comment t'expliques un tel rejet de la part de la gauche et de certains milieux marxistes et de l'extrême gauche par rapport à ces questions-là? Bah, je pense qu'il y a déjà un recul énorme dans la formation des gens, etc. Ah ouais, tu penses que c'est ça, d'accord. Mais en fait, je sais pas si on regarde un peu même comment les autres partis en fait pensent la question de l'Europe. Comment est-ce que les partis sociodémocrates en fait pensent l'Europe, les Verts aussi, etc. On voit qu'en fait dans les années 80, à partir des années l'acte unique européen 86, Maastricht 92, à partir de ce moment-là, quand on va dire l'Europe elle devient vraiment néolibérale, en fait les partis sociodémocrates qui ont des programmes on va dire économiques qui sont très proches de la droite, pour se différencier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire nous on est européens. D'accord. En fait, nous, on est européens, etc. Et le problème, c'est que comme leur électorat ne suit pas, comme en fait les classes populaires, etc., sont les premières victimes en fait de l'Europe, du coup, en fait, ils vont dire, en fait, l'Europe, c'est quoi? C'est le rempart contre la guerre. En fait, oui, l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix, et l'Europe, c'est contre le nationalisme. Donc en fait, il y a un peu cette espèce de discours qui est propagé en fait à différents niveaux, donc par les partis politiques, par les médias, etc. Et tout à l'heure, j'étais en train de vite fait lire un article qui disait que genre 75% des prises de position dans les médias mainstream, en fait, sur l'Europe, elles ont lieu par en fait, les institutions européennes et les gouvernements européens. Et en fait, seulement 14% ont lieu par des partis politiques. Autrement dit, en fait, tout ce qui est médiatiquement, tout ce qui est contre-discours, etc., est complètement inaudible parce qu'en fait, juste, ils n'ont pas la parole. D'accord. Donc je pense qu'il y a aussi d'un point de vue idéologique, en fait, si on pense un peu à... Ouais, on pense un peu à Gramsci en fait et à l'importance en fait, on va dire des différentes tranchées qui protègent le capitalisme. Il y en a une, donc c'est les médias, et en fait il y a vraiment un discours idéologique qui est en fait vraiment 100% pro-européen. On l'avait vu en 2005. 2005, c'est l'exemple parfait de ça, de cette propagande, et que c'est l'illustration de la propagande médiatique et des partis politiques et de la fracture avec la population et surtout les classes populaires. Mais en fait, je pense qu'il y a un conflit de classe en fait qui est énorme en fait sur la question européenne. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pauvres, toutes les classes populaires en fait rejettent majoritairement l'Europe. Que ce soit donc, à l'échelle de l'Union européenne, des différents États, alors que les élites en fait sont beaucoup plus pro-européennes. On va venir sur ça plus précisément. Et la première question, je voudrais d'abord qu'on aille sur l'Union européenne. La première question que je voudrais te poser, c'est l'Union européenne, CIA ou pas CIA? Tu rentres directement dans le truc. Je vais juste rapprocher un peu le micro. Ouais, je vais juste te répondre par un chiffre. Genre, Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit pas CIA. 60% aujourd'hui des investissements directs à l'étranger américains sont dirigés vers l'Europe. Donc ça veut dire que la propriété économique à l'échelle de l'Union européenne, en fait, elle est largement américaine. D'accord. Donc en gros, en fait, au-delà de CIA, pas CIA, au-delà du discours un peu complotiste entre guillemets, ce que tu veux dire, c'est que les Américains voyaient d'un bon œil la création de l'Union européenne. Si on repart un peu aux origines de l'intégration européenne, etc., donc c'est le plan Marshall. Donc on est dans un contexte en fait où les économies européennes elles sont détruites, donc après la Seconde Guerre mondiale. On est dans un contexte où les élites en fait elles sont décrédibilisées aussi parce qu'en fait elles ont collaboré, etc. Il y a des fractions coloniales qui sont aussi assez affaiblies. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait les États-Unis eux
Ils sont genre super puissants, ils ont beaucoup d'argent, etc. Sauf qu'en fait, les économies européennes ne peuvent pas suivre. En fait, elles peuvent pas suivre le nouvel ordre économique qu'ils ont voulu mettre en place dans les institutions internationales, je sais pas, le FMI, la Banque mondiale, le GATT à l'époque, qui est l'ancêtre de l'OMC. Et donc, en fait, ils vont devoir filer de l'argent aux Européens pour qu'en fait adapter leur modèle économique et que leur modèle économique en fait puisse s'ouvrir progressivement au libre-échange, aux marchandises américaines et en fait et aussi aux capitaux américains. Ouais. De sorte que il y a un processus qui se met en place assez on va dire progressivement. C'est que à la base en fait les États européens en fait au sortir de la guerre ils sont quand même les bourgeoisies elles sont assez nationales, mais en fait à partir du milieu des années 60, enfin début des années 60 les économies européennes elles vont s'ouvrir en fait progressivement aux capitaux américains. D'accord. Et donc là il y a une augmentation en fait des investissements directs à l'étranger donc américains en Europe qui va, et donc ça c'est un peu la thèse de Nikos Poulantzas, qui va désarticuler les bourgeoisies nationales. Et donc concrètement, ça veut dire qu'en fait, les bourgeoisies nationales, les capitalistes européens reçoivent en fait des intrants, des machines, etc., qui vont transformer en fait leur façon de produire. D'accord. Et qui vont les rendre dépendants. D'accord. Dépendants aux États-Unis Ouais, ou... D'accord. dépendants aux États-unis. Donc ça c'est pour la dimension économique, et puis là, il y a la dimension politique qui est l'OTAN. L'OTAN et aussi, ouais, donc la lutte aussi contre les communistes, j'imagine. La lutte, ouais, voilà, et la lutte contre les communistes. Donc l'OTAN en fait est pensée évidemment, voilà, contre l'URSS. Mais en fait, si on lit par exemple les documents en fait des archives, je sais pas, du Pentagone ou en tout cas de la Maison Blanche, on voit que dès le départ en fait, l'OTAN est aussi pensée comme un instrument pour maintenir en fait les Européens dans le giron américain. D'accord. Donc ouais, c'est en fait, assez clair pour eux. Ouais, en fait c'est clair. C'est pas un complot de non, dire ça. Non, en fait ça a été pensé comme ça. D'accord. On va revenir sur ça plus en détail sur l'OTAN un peu plus loin. Donc toi qui as travaillé sur l'Europe et tout, quelles sont les principales critiques qu'on pourrait faire à l'égard de l'Union européenne d'un point de vue marxiste ? On peut commencer par regarder que fait l'Europe en fait, ouais. Pour comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il faut s'y opposer. L'Europe, donc l'Union européenne, elle a des compétences exclusives. En fait, c'est juste elle en fait qui peut décider sur ça et pas les États. Et donc pas nous. Nous, on n'a aucun moyen de décider. Pas nous, pas les États, etc. Bon, on va peut-être développer ça. En gros, donc c'est la politique de concurrence, ouais. Le commerce et la monnaie. Et bon, la pêche, mais bon, ça c'est un peu moins important. Donc en fait, on a un peu ces compétences exclusives qui appartiennent à l'Union européenne. Si on regarde les compétences que les États gardent, ce sont des compétences, en fait, compétences sociales, la cohésion, voilà, tout ce qui peut nous concerner. Et en fait, d'un point de vue juste en fait, si on regarde le droit européen, en fait, s'impose sur les droits nationaux. Ce qui veut dire qu'en fait, le droit national, donc si on pense à notre système de retraite, si on pense en fait, aux services publics, si on pense aux dépenses dans l'éducation, au budget, etc., tout ça doit respecter le droit de la concurrence et surtout les fameux en fait, critères de Maastricht, du pacte de stabilité qui a été mis en place en fait, pour soutenir la mise en place de l'euro. Donc c'est ne pas dépasser donc 3% du PIB pour le budget et 60% du PIB pour la dette. Donc en fait, les États, donc nous en fait, toutes les politiques qui sont mises en place en fait aujourd'hui, on va dire depuis l'acte unique, depuis 1986, mais qui se renforcent vraiment à partir du traité de Maastricht en 92, toutes ces politiques elles doivent respecter donc ces critères-là. Et donc autrement dit, toute l'austérité qu'on se prend en fait dans la gueule aujourd'hui avec voilà le gouvernement Bayrou, etc. Mais Macron, Hollande, enfin voilà toute la team quoi. En fait, toutes ces politiques, elles viennent de l'Union européenne. En fait, c'est pour respecter les critères de stabilité de l'Europe et pour en fait faire en sorte que l'euro. Mais eux, ils le veulent attractif. bien aussi, j'imagine. Alors oui. Alors en fait, j'imagine que eux, ils pourraient. Voilà. C'est aussi une raison de dire il y a le truc européen, on est obligé de faire ça. Voilà. En fait, c'est que les États, ils sont en fait complètement partie prenante de ce processus. Et si on regarde encore une fois, si on reste un peu centré sur la prise de décision, donc voilà, donc t'as toutes les institutions indépendantes. Donc la BCE, elle est indépendante. Bon, la Commission, etc. Bon, le Parlement, il est élu, mais il a absolument aucun pouvoir en réalité. En plus de ça, toutes les décisions les plus importantes dans le domaine économique,
elles sont prises en dehors par des sortes de forums en fait un peu extérieurs qui en fait comprennent tous les ministères en fait les ministères de l'économie et des finances des États européens. Donc en fait on a les ministères de l'économie des États européens plus la BCE plus la Commission, etc., qui décident en fait des politiques à mettre en place. Donc les États sont partie prenante et qui sont en fait les perdants, c'est tout ce qui est politique sociale, les ministères sociaux. Donc si on regarde un peu la prise de décision. Mais c'est ça qui alors il y a quelqu'un qui dit mais c'est un jeu de dupes car les États ce sont les États qui veulent ces politiques et ces contraintes qui pensent qu'ils y ont intérêt. C'est ce que tu viens de dire. Et en fait c'est que on parle beaucoup du Sud et du Nord, mais même dans l'Europe il y a aussi un bloc central et des pouvoirs périphériques en gros. C'est ça, il y a les États centraux qui seraient peut-être la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, qui eux décident en fait des politiques et qui les imposent aux autres pays. Est-ce que c'est ça ? Alors déjà oui, en fait il y a aussi donc évidemment un développement qui est inégal. Donc en fait on a des pays du centre qui profitent allègrement en fait des pays du sud. Donc quand je dis pays du sud en fait c'est les pays de la périphérie. Donc c'est soit le sud donc l'Espagne, Portugal, Grèce et les pays de l'est en fait. Et du coup, en fait, ces politiques sont complètement inégales. Et juste, si on pourrait penser à un chiffre, je disais là que les pays dits de la périphérie, à cause de l'euro, reversent une sorte de subvention en fait aux pays du centre, qui est donc par exemple à l'Allemagne, entre 5 et 10% de leur PIB. En fait, chaque année, en fait, ces pays, de par en fait les relations inégales, etc., reversent en fait une subvention à l'Allemagne de cet ordre, ce qui est énorme. Pourtant, je veux dire, il y a le cliché que ça coûte à la France, ça coûte à l'Allemagne. C'est eux qui perdent de l'argent pour essayer de maintenir l'Union européenne. Ouais, mais non, pas du tout. En fait, leurs économies en fait reçoivent des capitaux et reçoivent des marchandises de la part des pays du centre. Donc en fait, ce sont des pays qui sont complètement déficitaires en fait d'un point de vue économique et qui aussi de par en fait les plans d'ajustement structurel qu'ils ont dû mettre en place quand ils sont rentrés dans l'Europe. En fait, quand un pays rentre dans l'Europe, on leur a dit en fait on va vous donner des aides. En fait, c'est pas des aides, c'est pas des subventions. En fait, c'est des prêts. Et les prêts en fait, ils sont conditionnés à la mise en place de tout un tas de réformes en fait néolibérales, que ce soit pour le Portugal, l'Espagne, la Grèce, mais aussi en fait pour les pays de l'Est. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi ils ont accepté à la base d'entrer dans l'Europe alors ? Parce qu'en fait, c'était des élites en fait pour l'Espagne et le Portugal, etc., qui en fait étaient quand même déjà un peu intégrés en fait au capitalisme européen. Oui, ça sert les intérêts de la bourgeoisie de ces pays périphériques, mais pas ceux des populations. Qui se retrouvent en fait intégrés dans une sorte de capitalisme européen, mais en fait les populations locales, elles sont complètement perdantes en fait dans l'affaire. Comme les pays du Sud, du coup, avec le FMI, on a un peu les mêmes logiques. C'est exactement la même logique. C'est un plan d'ajustement structurel pour ces pays, quoi. Et en fait, aussi, t'en as un peu parlé, mais le truc le plus frustrant par rapport à l'Union européenne, c'est que nous, on ne peut pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est quoi il n'y a que le Parlement européen. Mais quel est le pouvoir du Parlement européen ? Il fait quoi, en fait ? En fait, il fait pas grand-chose. Le Parlement européen, il a pas le droit de proposer en fait des sortes de projets de loi. Il a des projets de directives. C'est la Commission en fait qui a le monopole en fait de cette compétence, de ce pouvoir. Le Parlement, il vote en codécision. Donc en fait, il vote les directives, les projets de directives avec le Conseil. Donc le Conseil qui est composé en fait des différents États. Mais en fait, donc il fait pas grand-chose. Mais en fait, cette question en fait de notre pouvoir en fait sur les institutions européennes, on peut la regarder d'un autre point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue en fait des mouvements sociaux. Si on prend en fait quand on est dans un cadre national avec un État, même s'il est un peu antidémocratique comme ce qu'on voit aujourd'hui, en fait les mouvements sociaux, elles ont quand même une sorte de prise sur l'État, parce que justement il y a une sorte de démocratie, il y a un parlement, etc. En fait, à l'échelle européenne, comme le parlement il n'a pas de pouvoir, les mouvements sociaux en fait ils n'ont pas de pouvoir sur le parlement, et surtout qu'il n'y a pas en réalité de mouvement social à l'échelle européenne. Oui. En fait, il y en a pas, et donc si on voit par exemple ce qui s'est passé après 2015, après le référendum en fait en Grèce, il y a eu absolument aucun mouvement social de solidarité qui s'est fait en faveur en fait
de ce qui se passait en Grèce. Pareil pour le TCE, pour le référendum du non, etc. Genre, ça a pas donné lieu à un mouvement social. Et donc, c'est là où, encore une fois, Trotsky intervient, c'est que le développement, donc, il est inégal. Et en ce sens, les mouvements sociaux, en fait, ils n'ont pas lieu en même temps. En fait, ils ne sont pas synchrones. Ouais, Et donc là, en fait... on ne vit pas les mêmes réalités directement. Et ils sont complètement décalés de plusieurs années. Il n'y a pas les mêmes contradictions, quoi. Voilà, c'est complètement. Et donc ça aussi, c'est... en fait, c'est le produit en fait de l'intégration européenne. C'est qu'en fait, si on prend l'exemple de la crise en 2007, etc., le premier pays qui touchait, donc c'est l'Allemagne en 2009, donc, directement touché, mais bon, il n'y a pas de mouvement social. Ensuite, c'est les pays du Sud, donc 2014-2015, avec l'Espagne, Espagne, Grèce, Portugal. Et donc là, en fait, on a des mouvements sociaux. Et puis plusieurs années avant, avant c'est les pays de l'Est, mais en fait les pays de l'Est sont un peu moins, on va dire dans une logique de gauche, ou en tout cas dans un mouvement social qui marche. Donc en fait on a différents mouvements sociaux qui sont pas synchrones dans le temps et qui donnent lieu en fait à des dynamiques politiques différentes. Donc dans les pays du Sud, c'est plutôt la gauche qui gagne, Podemos, Syriza, Bloco au Portugal, alors que dans les pays de l'Est, en fait Pologne, etc., en fait c'est des forces de droite. Donc non seulement les mouvements sociaux, il est pas synchrone, mais en plus, en fonction des différentes économies, etc., ça donne des logiques politiques différentes. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que les États centraux, ils avaient intérêt... c'est quoi les PIGS ? Les PIGS, c'est Portugal, Italie, Grèce, Espagne. En fait, c'est l'acronyme qui a été utilisé pendant la crise, donc les ports, en fait. D'accord, les ils l'ont fait exprès de le mettre. Et donc en fait, après, on dit que la gauche nationaliste, etc. Alors qu'en fait, bref, à travers cet acronyme, on voit très bien que c'est l'Europe en fait, qui crée du nationalisme en pointant du doigt en fait des populations spécifiques et en les appelant des fainéants, des cochons, etc. En les dénigrant. Des mauvais payeurs. Et est-ce que donc on voit là sur la situation inégale entre à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a aussi une relation entre l'Europe et les pays du Sud ? Est-ce qu'il y a aussi une forme d'impérialisme européen sur les pays du Sud, ou c'est que dans le cadre national que ça s'inscrit ? Est-ce qu'il y a une domination économique de l'Union européenne ? Est-ce qu'il y a des politiques menées par l'Union européenne qui ont des répercussions sur les pays du Sud, où ces trucs-là ne se réfléchissent que dans le cadre national? Quand tu parles de pays du Sud, tu veux dire genre pays du Sud intra-européen ou extra-européen? Non, extérieur à l'Europe. Ah bah oui, du coup, alors oui, effectivement, l'Union européenne a signé tout un tas d'accords de libre-échange en fait avec les pays du Sud, et donc en fait chacun a un peu son précaré. Donc c'est-à-dire que l'Espagne c'est l'Amérique latine, la France c'est les pays d'Afrique, etc. Le Maghreb aussi, et donc il y a tout un tas d'accords, le processus pour la Méditerranée, même d'un point de vue de la politique étrangère et de sécurité commune, bon là l'espèce de politique de défense en fait européenne, on voit que la France en fait elle a beaucoup mis d'implications politiques pour en fait créer cette politique étrangère et en fait faire contribuer les autres États en fait à son impérialisme, bon, ce qui n'a pas marché, hein. Mais en tout cas elle a essayé en fait de détérioriser, enfin de demander de l'aide en fait aux autres États européens pour en fait occuper les pays d'Afrique, et si on regarde où sont situées en fait toutes les missions en fait d'intervention européenne dans les pays du Sud, en fait elles sont beaucoup en Afrique, dans l'ancien précaré de la France. L'Espagne, donc c'est plutôt l'Amérique latine, accord avec le Mercosur, tout ça. L'Allemagne, c'est les pays de l'Est. D'accord. Sauf que les pays de l'Est, ils rentrent en fait dans l'Europe, mais il y en a qui ne sont pas rentrés encore. Ouais. Donc chaque État a un peu, en fait, utilise l'Europe de cette manière pour faire avancer des intérêts. D'accord. Ouais, oui, je vois le truc, la relation nationale Europe. C'est chacun a ses intérêts. Et il y a aussi la question de l'immigration. J'ai l'impression que ça se gère de plus en plus au niveau européen pour essayer d'empêcher les gens d'arriver en Europe. Oui, c'est sûr. Comme conséquence en fait de la politique impérialiste, effectivement, il y a aussi en fait cette question en fait de l'immigration, donc avec les fameux accords Dublin II en fait qui permettent en fait aux États de faire un peu ce qu'ils veulent des migrés, de se les passer en fait un peu comme ils veulent, quoi. Est-ce que, moi j'ai toujours entendu la légende, alors est-ce que c'est une légende ou pas, que l'Union européenne donne de l'argent à certains pays du Sud pour gérer les migrants qui arriveraient, les réfugiés qui arriveraient en Europe? À la Turquie. À la Turquie, ou je pense par exemple au Maroc, on a dit ouais mais c'est l'Union européenne qui paye pour que les Marocains
enferme ou rejette les personnes qui seraient susceptibles de venir en Europe. Oui, je pense que, j'ai pas forcément de données très précises sur ça, mais ça me semble pas du tout, une légende. En tout cas, ça fait tout à fait sens en fait dans le cadre de la politique que fait l'Europe. Et donc la question que tu fais, cette description de l'Union européenne, la question c'est est-ce que c'est possible de réformer ça? On peut se dire, voilà, le problème, c'est que oui, effectivement, l'Union européenne, elle est plutôt bourgeoise, elle sert les intérêts de la bourgeoisie et pas les intérêts du peuple, elle est pas démocratique. Est-ce que c'est possible à l'intérieur de cette Union européenne de changer ces choses-là? En fait, si on part du principe justement que les mouvements sociaux sont décalés dans le temps et que du coup ils ont absolument aucune force en fait de pression sur l'institution européenne, que en fait l'Union européenne n'est pas démocratique, mais vraiment c'est pas comme les États, la France, etc. En fait, c'est vraiment une anomalie. Enfin, il y a vraiment zéro démocratie. Oui, pour toi, c'est pas un truc démocratique. Il y a pas de parce qu'il y a quand même le Parlement européen. Voilà, mais en fait, si on part du principe que le Parlement européen, en fait, il a aucun pouvoir, forcément, ça semble difficile en fait de réformer les traités. Aussi parce que pour réformer les traités, il faut l'unanimité des États. Ouais. Et donc, en fait, à supposer que... Oui, c'est-à-dire l'unanimité, il faut que tous soient d'accord. Ouais. Donc, en fait, à supposer que même Mélenchon gagne et qu'en fait, il tente une sorte de plan A, en fait, les autres pays vont lui dire bah non, en fait, et puis il va rien se passer. Enfin, je dirais, c'est assez bloqué, en fait, d'un point de vue institutionnel et qui, en fait, montre justement en fait un déséquilibre énorme entre les intérêts des travailleurs qui en fait ne sont pas coordonnés, ne peuvent pas avoir d'influence en fait sur le processus européen, et les intérêts du capital qui pour le coup en fait les capitalistes ont beaucoup moins de contradictions entre eux, et du coup il y a un processus de lobbying, mais c'est plus que du lobbying, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas juste en fait une vision un peu simpliste voilà, qui veut dire que c'est que l'Europe en fait est l'objet en fait de plein de lobbying d'entreprises. Non, en fait au sein même de l'Europe en fait il y a des fractions de fonctionnaires, hein, je veux dire, qui défendent en fait directement les intérêts capitalistes européens, mais aussi américains. D'accord. Donc oui, pour toi, ça veut dire tout a été mis en place pour que, imaginons même qu'une gauche arrive dans un pays, même l'extrême gauche arrive dans un pays, rien ne puisse changer. C'est pas possible en fait. Toutes les institutions, enfin à l'échelle institutionnelle en tout cas, tout est bloqué. À l'échelle des mouvements sociaux, c'est bloqué. Et donc en fait l'Europe elle s'est vraiment construite comme une sorte de tapis rouge pour les intérêts des bourgeoisies en fait européennes intégrées en fait au capitalisme américain, et du coup il n'y a aucune façon de mettre un frein à l'échelle institutionnelle à toutes ces réformes. D'accord. C'est-à-dire que nous en fait on peut absolument rien faire, et donc la seule façon, et donc c'est ce que je défends dans l'article dans Nous, c'est justement de sortir en fait de l'Europe pour retrouver une marge de manœuvre politique. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette vision-là, c'est que l'idée de changer l'Europe, c'est pas que un manque d'envie, parce que c'est un truc qui est un peu donné maintenant par des partis de gauche. On va changer l'Europe. C'est-à-dire, ce qu'il faut mettre en question, c'est pas tant leur motivation, c'est le fait que c'est impossible, c'est quasiment impossible. Même s'ils étaient vraiment motivés, ils étaient de bonne volonté et tout, ça n'arrivera pas, dans tous les cas. Oui, et puis en plus, on va dire, c'est quand même, enfin, moi, ce qui me semble assez choquant, c'est qu'en fait, genre, l'Europe n'est pas synonyme d'un internationalisme en fait entre les peuples. Pour le coup, c'est ça. En fait, beaucoup, ils nous critiquent, ils nous disent, mais c'est un point de vue international, c'est déjà une avancée par rapport à l'échelle nationale. Non, mais, alors pas du tout. Enfin, l'Europe, c'est vraiment organise la concurrence entre les États, entre les peuples. D'accord. Et donc en fait, il n'y a pas de coopération. Il n'y a absolument aucune solidarité en fait. En fait, l'Europe entre les peuples, pas entre la bourgeoisie, il y a plutôt une coopération. Oui, voilà. Mais en fait, la bourgeoisie, il n'y a absolument aucun mécanisme de solidarité. Et si en fait on prend juste l'exemple du budget, c'est-à-dire qu'en fait le budget, donc c'est 1% du PIB des États membres. Donc en fait c'est rien. Donc, en fait, tous les États s'opposent à ce qu'il y ait la moindre redistribution sociale. Et comment la monnaie unique, l'euro, a été pensée? En fait, ça a été pensé vraiment comme donc ça a été écrit donc par l'Allemagne à l'époque, et ça a été pensé comme une politique qui en fait favorise directement les intérêts allemands à l'encontre en fait des intérêts des pays périphériques. D'accord. Et donc on sait que voilà que la monnaie en fait donc une monnaie commune mais en fait a un sens économique différent en fonction des États. Donc pour l'Allemagne en tout cas la monnaie elle est sous-évaluée, donc ce qui lui permet d'exporter, alors que pour les pays du Sud elle est surévaluée. Donc en fait l'excédent allemand
en fait, est directement lié au déficit en fait, des pays du Sud. Donc il y a vraiment des rapports de force qui sont très très forts entre un centre et deux périphéries. Donc, c'est les Allemands les grands gagnants de l'Union européenne? Alors, jusqu'à récemment, oui. Aujourd'hui, je pense que l'Allemagne traverse une crise économique qui a mis du temps à arriver. Encore une fois, parce que le développement est inégal et en fait, les processus économiques sont pas alignés. Mais globalement, en fait, si on regarde d'un point de vue des élites, en fait, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont transnationalisées ou pas, en Allemagne, il y a eu un saut directement de l'échelle nationale à l'échelle transnationale. Donc, quand je dis transnationale, c'est à l'échelle américaine en réalité. Alors que, par exemple, en France, c'est un peu moins le cas. En fait, le capitalisme reste quand même. Bon, il n'est pas national, hein, mais en tout cas, il y a quand même un ancrage national qui est un peu plus fort qu'en Allemagne. D'accord, c'est les deux gagnants, la France et l'Allemagne. Pays du centre, oui, pays du centre. La Suisse aussi pourrait être, enfin pas la Suisse, le Luxembourg est un pays aussi normalement gagnant. Et donc, est-ce que ça veut dire que il faut quitter l'Union européenne? Faut-il quitter l'Union européenne? Est-ce que c'est la seule solution? Moi, je vois pas d'autres options. En fait, si on part du principe que l'Union européenne, en fait, n'est pas un internationalisme solidaire entre les peuples, mais plutôt que ça organise la concurrence, en fait, entre les États. Si on part du principe que nous, on n'a absolument aucun pouvoir sur les institutions, force est de constater que la seule solution qu'on a, en fait, pour retrouver, on va dire, une marge de manœuvre politique, c'est de quitter l'Europe. Et d'ailleurs, si on voulait mettre en place le programme donc, de la France Insoumise, un programme de rupture, il n'y aurait pas d'autre possibilité que de quitter l'Union européenne. Mais pourtant, pour les gens, quitter l'Union européenne, c'est fondamentalement un programme de droite. Et l'exemple qu'ils ont en tête, c'est l'idée du Brexit, qui a été porté par la droite, voire un petit peu aussi l'extrême droite. Donc, est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est possible d'avoir un autre type de sortie de l'Union européenne? Ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est que justement, en fait, la droite a capté en fait, cet électorat critique pour en fait à capter ce mécontentement populaire qu'il y a vis-à-vis de l'Europe, et donc ils ont bien joué de cette manière. En fait, ils ont à la fois ils ont été malins selon toi. Voilà, en fait, la gauche a été complètement défaillante. En fait, la gauche justement sur la base d'une sorte d'internationalisme moral, etc., sans vouloir voir en fait qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Du coup, la droite en fait, elle a capté l'électorat qui était genre anti-Europe, et avec ça effectivement sauf qu'en fait elle n'a pas défendu, on va dire évidemment un Brexit de gauche, hein, voilà, et donc elle est parce qu'il y avait des propositions quand même de la gauche anglaise, ça n'a pas été majeur, mais il y avait des franges de la gauche anglaise qui proposaient un autre type de sortie. Oui, mais je pense que c'était extrêmement minoritaire. Ouais. Enfin, elle proposait quoi du coup comme Ah, moi je connais pas trop, mais je sais qu'il y avait dans comment il s'appelle, celui qui écrit beaucoup pour Contretemps, son père sur Corbyn. Oui, voilà, qui avait montré ça. Mais parce qu'il y a des gens qui disent oui, il faut refaire un Brexit, ça a super bien marché. Mais ce que tu proposes, c'est pas spécifiquement un Brexit. C'est pas dans le même cadre avec la même politique. Disons qu'en fait au Royaume-Uni, c'est Johnson donc qui a mis en place le Brexit. Donc si nous en fait on mettait un Brexit, donc ce serait sous la France Insoumise. Donc forcément les intérêts, le contenu social en fait n'est pas le même, en fait n'a pas le même sens. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que même si en fait on sortait de l'Europe, il y a quand même en fait la question du racisme en fait qui est inévitable, parce que si en fait la France est l'objet, on va dire, d'une politique on va dire d'un césarisme bureaucratique, pour reprendre l'expression de Cédric Durand et Razmik Kochen pour parler de l'Europe, si la France, enfin le peuple français, les classes populaires françaises sont en fait victimes justement de l'Europe, et qu'on peut à ce moment-là demander une autodétermination, dans tous les cas, même si on sortait, il y aurait quand même la question de l'impérialisme de la France en fait à gérer. Et en fait, c'est pour ça qu'une rupture en fait ne peut aller qu'avec en fait des lignes rouges, des lignes rouges sur ces questions, donc sur l'impérialisme français, sur l'antiracisme, sur l'accueil des réfugiés, sur revenir par exemple sur la loi de 2004, enfin des choses choses comme ça, en fait, mettre des lignes rouges claires en fait sur l'antiracisme et sur l'anti-impérialisme. Et je pense que ça va un peu dans le sens du texte d'Ouria quand elle dit moi je suis pour réinvestir la question de la nation, mais à des conditions anti-impérialistes. En fait, c'est ça.
Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui disait qu'on peut rompre. J'ai plus la phrase, donc je suis désolé. Elle était trop bien la citation. Si tu veux la remettre avec on peut rompre avec l'Union européenne, ça me fait penser à la cité de la peur, la citation. Il y a quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut pas juste désobéir à l'Union européenne sans sortir? Parce que c'est pas une alternative. Mais en fait, je comprends même pas quel est l'intérêt, en fait. Je veux dire, Déjà, désobéir, ça veut dire sortir, en gros. bah, en fait, désobéir, enfin, à quoi ça sert en fait, de rester dans un sorte de proto-État, etc., qui ne va que dans le sens des intérêts des classes capitalistes européennes et américaines, en fait. Déjà, de base, en fait, quand on est de gauche, quel est l'intérêt, en fait, de siéger, en fait, voilà, parce qu'en fait, il y a, en fait, au sein de l'Europe, ce que, donc, pour l'instant, ça s'appelle une sélectivité structurelle. En fait, l'Europe, elle est structurellement favorable, donc c'est-à-dire à la fois historiquement et à la fois dans les traités, ce qu'elle défend et dans les politiques qu'elle met en place, elle est vraiment structurellement favorable aux capitalistes. Et à partir du moment où les travailleurs ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas exercer un rapport de force en fait sur le contenu des politiques européennes, il n'y a, quel est l'intérêt de rester déjà dans une structure comme ça? Enfin, ça me semble assez clair, et désobéir. On désobéit, mais on reste dans l'Europe, donc ça veut dire qu'en fait, on désobéit pour nous, mais on laisse en fait les politiques européennes s'appliquer aux autres. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu. Ouais. En fait, on siège quand même. En fait, on est quand même présent, mais en fait, juste on désobéit pour nous. Enfin, Mais en plus, j'ai envie de oui. leur dire, mais si vous obéissez pas du tout, bah, en gros, vous êtes sorti de Mais l'Union européenne, quoi. c'est- Vous l'avez pas acté, mais. Mais c'est des distinctions en fait comme ça de termes qui ont, enfin voilà, Oui, d'un qui veulent à tout d'un prix. point de vue réel en fait, et voilà, qui essayent d'éviter en fait à tout prix de sortir de l'Europe, parce qu'en fait l'idée derrière c'est quand même que l'Europe reste synonyme de la solidarité avec les peuples et tout. En fait, c'est pas ça. Et il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est qu'en fait étant donné que les Américains donc investissent énormément en Europe, qu'ils investissent qu'ils envoient beaucoup d'investissements directs à l'étranger, etc., et qu'en fait ils dépendent de la production européenne. C'est-à-dire, si nous en fait on sortait, si en fait on affaiblissait l'Europe, on affaiblit aussi les États-Unis. Et donc ça en fait d'un point de vue anti-impérialiste, c'est assez fort en fait. C'est-à-dire en fait c'est pas que pour nous en fait qui sommes en France aussi. Ça a en fait un impact sur le monde entier, parce qu'en fait on affaiblit le capitalisme américain dans son cœur. Ouais. Parce que par exemple, si on regarde les chiffres justement depuis 2019, les investissements directs à l'étranger américains donc ont atteint un peu un plafond de verre. En fait, ils augmentent plus. Donc il y a la Chine, bien sûr, il y a des logiques de rivalité en fait interimpérialistes. Mais du coup, le seul endroit où les investissements directs à l'étranger augmentent, c'est en Europe. Donc en fait, l'Europe, c'est vraiment le précaré du capitalisme américain. Ouais. Mais je pense que, en fait, quand je vois les commentaires de certaines personnes qui vont te parler, par exemple, et la libre circulation des gens, le truc sans frontières, je pense qu'ils croient vraiment que, je veux dire, un Frexit de gauche, ça prendrait vraiment, même plus au sérieux la question des frontières et la libre circulation des humains, qu'il y a actuellement. Je rappelle que il y a des gens qui meurent en Méditerranée actuellement avec l'Union européenne, qui sont enfermés dans des camps, donc c'est la libre circulation de qui, quoi. Mais je pense que c'est ça la grosse difficulté, c'est pour les gens, l'Union européenne, c'est un internationalisme, et si tu veux, ce que tu fais, c'est du nationalisme. Pourquoi pour toi c'est débile de penser comme ça? Que l'Union européenne n'est pas un internationalisme et qu'il y a un intérêt pour nous, en tant que marxistes réellement internationalistes, de revenir à la nation. Au cadre national plutôt. Bah, en fait, tout dépend comment est-ce qu'on définit la nation. Je pense qu'elle est effectivement assez très mal connotée, dans la mesure où en fait, elle est dans la tête des gens. Je pense que nationalisme égale racisme égale impérialisme, etc. Et ce qui est pas faux, en fait. Oui, Je veux oui. dire, ce qui est pas faux. Mais il faut aussi penser qu'il y a les marxistes, ils ont pensé de façon différente la nation. Ils ont pensé la nation comme déjà une échelle, une échelle politique. Et voilà, je pense qu'on peut, par exemple, si on reprend ce qu'a écrit Neil Davidson, donc un marxiste, un marxiste écossais. Donc chez les marxistes, en fait, il y a beaucoup d'Écossais, etc., évidemment, qui ont écrit sur ces questions. En fait, lui, il fait une distinction entre le nationalisme, donc un nationalisme de droite, des élites, de la bourgeoisie, etc., et donc qui ont une politique aussi impérialiste, avec la conscience nationale.
Et la conscience nationale, c'est juste le fait en fait d'être dans un pays, de militer dans un pays, et donc en fait de comprendre que l'échelle en fait, l'échelle politique, elle se situe à l'échelle d'un pays. Ouais. Oui, en C'est fait, juste prendre le pouvoir en fait. oui, mais je pense que les gens ne comprennent pas que c'est souvent qu'on nous dit, c'est en fait on est dans un discours nationaliste et on veut encenser la France, la nation française, qui est pas mieux que l'Union européenne. Et ce qu'on dit, c'est que on a plus d'emprise sur la nation française, sur la France, que sur l'Union européenne. On a plus de capacité de prendre le pouvoir là-dessus et de changer les choses que sur l'Union européenne. Et j'ai l'impression aussi que ce qu'ils comprennent pas, c'est que déjà avoir un programme, comment dire, parler avant d'arriver à un Frexit de gauche, comme on voudrait, ça voudrait dire que déjà on a le pouvoir en France, Oui. j'imagine. Oui, enfin, pour moi, vraiment, la nation, on va dire, de gauche, c'est juste prendre le pouvoir, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment à partir d'un programme de rupture. Donc, en fait, c'est un peu ce que fait la France Insoumise. Et donc, on pourrait mettre des garanties, donc des lignes rouges, donc antinationalistes dans le sens péjoratif du terme, en disant, en fait, voilà, on va accueillir les réfugiés, on va mener des politiques antiracistes, on va lutter contre l'islamophobie, etc. Et des politiques surtout anti-impérialistes, en fait. Oui, il y a des conditions. On a le chat qui est arrêté. Les gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'une position stratégique d'emprise géographique réalisable et pas identitaire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment En fait, c'est vraiment le cadre d'action dans lequel on s'inscrit. Et surtout, en fait, j'ai l'impression que parfois ils nous prennent pour des cons et qu'ils croient qu'on veut le Frexit, peu importe les conditions. Et que genre on serait là pour le Frexit maintenant avec Macron, alors que ça n'aurait aucun sens. Mais moi, j'ai l'impression que il y a pas les dernières élections, mais celles d'avant, il y avait beaucoup plus le discours autour du Frexit, porté autant par l'extrême droite, notamment par un Philippot, que par une partie de la gauche, et ça l'est plus maintenant. Comment t'expliques que ça disparaisse des discussions, cette idée d'un Frexit, et notamment à la France Insoumise qui insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sur l'idée de quitter l'Europe? C'est quoi? C'est parce que ça a mauvaise presse? C'est parce que ça fait pas des voix? Qu'est-ce qui se pourrait expliquer ce... Franchement, je sais pas trop, en fait. J'ai pas trop compris. Après, je sais qu'il y a certains députés qui... moi, je pense par exemple à Aurélie Trouvé qui le dit assez souvent qu'en fait le programme de la France Insoumise en fait n'est pas réalisable dans le cadre des traités européens. Après, la France Insoumise, il parle de désobéissance, il parle pas de sortie. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être qu'ils pensent en fait que les gens sont pro-européens alors qu'en fait c'est pas le cas. Voilà, comme Oui, tu dis dans l'article que Ouais. les classes populaires sont majoritairement anti-Union européenne, c'est ça? Ouais, et il y a à la fois un axe vertical, c'est-à-dire un axe de classe, mais il y a aussi un axe, on va dire, horizontal, donc au centre-périphérie. On voit les pays périphériques, en fait, sont plus anti-européens que les pays du centre. Donc l'Allemagne, etc., sont des pays plus pro-européens que l'Espagne. Donc Ouais. la Grèce est le pays le plus anti-européen, et ce qui a un contenu social, en fait. Ça correspond, en fait, à une logique de dépendance économique dans les pays du Sud, à laquelle, en fait, les gens veulent mettre fin. Mais alors, il y a quelqu'un qui dit, non, mais je crois que c'est moi, voilà, qui a pas l'air de comprendre et qui dit, mais le Brexit a calmé les ardeurs, ils ont vu que c'était une catastrophe. Mais encore une fois, le problème, c'est pas que les Anglais soient sortis de l'Europe, c'est que les Anglais soient sortis de l'Europe avec un gouvernement de droite. Oui. Je veux dire, c'est ça, je ne comprends pas ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre là-dedans. C'est que le projet d'un Frexit de gauche, c'est de sortir de l'Europe avec un gouvernement de gauche et avec des politiques de gauche. Et même, pourquoi pas rêver d'une alternative à l'Union européenne, d'une véritable... Je veux dire, c'est aussi possible de penser une autre type de fédération européenne qui soit de gauche. Ça ne ferme pas la porte à l'internationalisme. Je te laisse boire avant de répondre. Oui, complètement. En fait, on peut penser que s'il y avait plusieurs gouvernements en fait de gauche qui gagnaient l'État. Et ça pourrait même être un exemple de ouf, une France de gauche qui quitte ce serait exceptionnel. Et en fait, on pourrait mettre en place des politiques, je sais pas, des politiques communes, voilà, de redistribution des richesses, etc. Déjà, je pense que en imaginant que l'Allemagne... non, enfin, impossible, mais non, rien. Ça va, dis. Non, qu'il y a un gouvernement de gauche qui gagne en Allemagne, bon, c'est pas possible, mais je veux dire, par exemple, l'Allemagne pourrait rendre tout l'argent qu'elle a pris, je sais pas, aux autres États. Enfin, je veux dire, il pourrait y avoir en fait en tout cas des politiques de redistribution en fait qui pourraient être mises en place, politiques de découplage en fait vis-à-vis du capitalisme, de la logique productiviste dans laquelle on est, une planification écologique, n'est-ce pas?
voilà, des politiques voilà, progressives socialement. Ouais. Mais et je pense que c'est aussi moi je pense que les gens ne voient pas le processus, c'est-à-dire que on demande pas le Frexit comme ça sans rien. Je veux dire, c'est le Frexit accompagné de d'autres politiques, comme tu as dit, antiracistes, de gauche, de redistribution, de réappropriation des richesses, féministes. Et donc pour moi, en fait, ils voient trop l'idée de partir de l'Europe comme ça maintenant, sans voir le chemin qu'il y a à faire. Et moi, j'ai l'impression aussi que le Frexit, ça peut être aussi utile pour parler aux gens et pour leur dire, déjà pour parler d'un programme de gauche, pour parler aussi d'une autre forme d'internationalisme qui est possible. Et aussi de montrer les blocages qu'on a du point de vue institutionnel au niveau national et de proposer une autre alternative. Et aussi le chemin à mener avant d'arriver à ce Frexit de gauche. Oui, il faut prendre le pouvoir. Donc, dans tous les cas, il y a quand même... beaucoup de choses à faire parce que du coup ici je pense que si en imaginant que la France insoumise gagne en fait l'État et que elle veuille sortir en fait de l'Union européenne, on aurait quand même des petites questions économiques à régler, c'est-à-dire en fait il faudrait vraiment reprendre le contrôle, enfin directement nationaliser les banques, reprendre la banque centrale française, etc. En fait on aurait vraiment un enjeu à... Enfin, moi j'ai l'impression que ce serait déjà une politique socialiste, hein, ce serait tellement progressiste en fait qu'en fait on est tellement enfin voilà, on est tellement intégré au libéralisme, etc., qu'en fait, prendre l'État et sortir de l'Europe, ce serait déjà révolutionnaire, je pense. Ouais. Je regarde s'il y a des questions. Question pratique, est-ce que c'est possible de faire en même temps le bordel à l'intérieur, si la République et à l'extérieur rompre avec l'UE? Est-ce que l'UE ne va pas jouer la montre et l'opinion en espérant que la gauche perde la partie au niveau national? J'imagine que oui, les autres États, s'ils voient qu'il y a une puissance, qu'il y a un groupe politique anti-Union européenne, mais en plus en étant de gauche, il va y avoir des fortes pressions de la part des autres pays, j'imagine. Ah oui, c'est sûr que je pense qu'ils vont... Enfin voilà, on a quand même l'exemple grec avec toute la pression qui a été mise en fait sur la Grèce par la Banque Centrale Européenne. Donc on aurait intérêt, oui, effectivement, à tenir la pression, parce qu'on aurait une pression des autres États européens. Faudrait être derrière Mélenchon. Et puis oui, et puis il y aurait aussi une pression des États-Unis. Je pense qu'ils seraient pas très contents. Très clairement, je veux dire, l'OTAN, les investissements directs à l'étranger, je veux dire, il y aurait vraiment, faut vraiment tenir quoi. Il y avait une bonne question, il s'est demandé est-ce que la classe capitaliste française a intérêt au Frexit, alors de droite, comme la classe capitaliste anglaise avait intérêt au Brexit. Est-ce que tu sais à peu près? En fait, je pense que la classe capitaliste française n'a pas du tout intérêt en fait au Brexit, au Frexit. Au Frexit. C'est pour ça que même l'extrême droite a abandonné. Hein. Mais en fait, ils sont déjà en fait sur ça, l'extrême droite, ils n'ont jamais eu vraiment de vrais discours en fait anti-européens. Ils ont toujours été pro-européens en fait, et on l'a vu par exemple là en Autriche juste avant la mise en place de l'euro, le parti d'extrême droite qui fait sa campagne sur anti-européen, anti-mise en place de l'euro, etc. Il gagne le pouvoir, et ben en fait il dit que l'euro c'est génial parce qu'en fait l'Autriche est un pays du centre, comme la France d'ailleurs, et du coup en fait l'Autriche comme la France bénéficie en fait de ces politiques européennes. Et aussi parce que les élites françaises, encore une fois, mais comme les élites européennes, en fait, sont largement intégrées en fait, au capitalisme américain. Donc, en fait, ils n'ont absolument aucun intérêt en fait, à quitter l'Europe. Et il y a quelqu'un qui demandait, oui, mais est-ce que c'est une question naïve, il ne connaît pas trop. Il demandait, oui, mais est-ce qu'on, si on quitte l'Union européenne, est-ce qu'on ne serait pas dans la merde économiquement, notamment pour mettre un programme de gauche? Je pense qu'en fait, ce serait justement les bonnes conditions pour mettre en place un programme de gauche. Si on reste dans l'Union européenne, on ne pourrait pas mettre un programme de gauche. Ah non, en fait, c'est ça le... En fait, toutes les mesures en fait, du programme, par exemple, de la France insoumise, en fait, elles sont pas applicables dans le cadre des traités européens, puisqu'il y a encore cette règle des 3%, des 60% en fait, de la dette qu'on doit respecter absolument. Et, en fait, et à tel point que nos budgets en fait, sont vérifiés par la Commission avant d'être appliqués. D'accord. En fait, on fait assez bien les réformes néolibérales, etc. On coupe assez dans tout ce qui est dépenses publiques. La Commission doit mettre son blanc-seing, quoi. D'accord, oui, c'est ça le truc, c'est que effectivement, ça risque d'être difficile. On va pas dire que c'est une voie facile de sortir de l'Union européenne et surtout avec un programme de gauche. Mais ce qui inquiète surtout l'Union européenne, c'est pas tant la sortie de l'Union que le programme de gauche qui va être appliqué. Mais le fait est qu'on est devant une contradiction, c'est que c'est impossible d'avoir un programme réellement de gauche actuellement dans l'Union européenne. C'est ça le
le paradoxe sur lequel on doit faire face. Ça va pas être facile, mais dans l'autre voie, elle est impossible. Il n'y a pas d'autre. Oui, et puis même, moi je pense que l'Union européenne, au-delà, enfin, je veux dire, elle est foncièrement capitaliste. Donc en fait, tant qu'on est dans l'Europe, en fait, on bénéficie en fait des relations inégales de dépendance vis-à-vis des pays du Sud, en fait, Mais c'est aussi à se demander, oui. C'est vrai que ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que l'Union européenne nous permet de dominer les pays du Sud. Donc les gens qui disent, oui, mais si on sort de l'Union européenne, on va pas pouvoir avoir une politique de gauche. Oui, mais on peut pas avoir une politique de gauche en exploitant, je veux dire, c'est pas de gauche d'exploiter les pays du Sud. Voilà. Il y a aussi cette question-là à se poser. Oui, voilà. Plutôt que de regarder son nombril, de se dire, oui, mais bon, nous, on profite quand même des pays de gauche. Des pays de gauche, des pays du Sud. Mais non. Oui, à travers la sous-évaluation de la monnaie, donc par exemple de l'euro en France par rapport à d'autres pays du Sud, en fait, ça permet d'exporter, etc. Donc en fait, on entretient ces relations inégales entre les pays et voilà. Et la France reste un pays du centre. Ouais. En fait, sortir de l'Europe, c'est aussi en fait dégager ces pays aussi de la. C'est une forme d'anti-impérialisme un petit peu de sortir Ah de oui, non, l'Europe, mais c'est déjà un premier pas. Ah mais complètement. Enfin pour moi ça fait partie d'une politique anti-impérialiste que de s'opposer en fait à l'Union européenne. Je regarde s'il y avait d'autres questions. J'avais une question en tête, mais je l'ai oubliée. Elle me reviendra après. Ah oui, il y a des gens qui disaient, ouais, mais l'Union européenne, ça nous protège de grandes puissances comme la Chine, par exemple. L'Europe, ça nous protège. Et économiquement, ça nous permet, notamment en France, d'affronter la Chine. En fait, l'Europe n'affronte pas la Chine. L'Europe est. Je veux dire, c'est assez étrange parce que déjà, donc l'Europe, elle. De cette manière, en fait, elle bénéficie aussi en fait de la Chine, parce que en fait, les Européens en fait sont très pauvres à cause de tout ce qui est plan d'austérité, etc. Donc en fait, on achète des voitures électriques, enfin pour ceux qui achètent des voitures électriques, en tout cas des voitures électriques chinoises en fait qui sont plus bon marché que celles que font les Européens. Donc, on produit en Chine aussi. Renault produit en Chine, BMW produit Oui, donc en Chine, fait, etc. La question est mal posée. Ça veut dire que les classes capitalistes, elles ne sont pas profitent de la Chine. C'est plutôt nous qui s'en sommes. En fait, elles sont pas foncièrement anti-chinoises. En fait, elles sont en train de le devenir dans la question de la rivalité en fait entre les États-Unis et la Chine, parce que les États-Unis demandent à l'Union européenne de mettre en place des droits de douane, ce que la Commission européenne a fait, donc des droits de douane de l'ordre de 40%. Mais en fait, ça. D'une certaine manière, ça va à l'encontre en fait des classes capitalistes européennes, notamment des producteurs de voitures en fait qui, en l'occurrence, produisent en Chine. Donc ces droits de douane en fait, ils sont difficiles à mettre en place. L'Europe a mis en place quelques mesures anti-Chine, notamment une sorte de filtre des investissements directs à l'étranger, mais encore une fois, c'est pas respecté. Il y a seulement 2% en fait, d'investissements directs à l'étranger qui sont filtrés parce qu'en fait, on a quand même intérêt. On a intérêt, en fait, d'une certaine manière, à la Chine. Et ce qui est assez étrange aussi, c'est que si on regarde les sondages, les pays du Sud et les pays de l'Est, en fait, qui reçoivent, donc dans le cadre de la nouvelle route de la soie chinoise, en fait, des infrastructures, elles disent, en fait, vaut mieux les investissements chinois qui en fait ne sont pas conditionnés, donc voilà, donc c'est pas génial non plus, hein, que en fait les plans d'ajustement structurel que l'Europe a vécu, que ces pays ont vécu à cause de l'Union européenne, et donc en fait il y a un peu une sorte de changement dans l'opinion publique, surtout chez les classes populaires, qui voient en fait la Chine comme un peu une sorte de puissance en fait qui leur donne de l'argent sans condition. Donc évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de condition qu'en fait ça traduit pas une certaine dépendance. Alors que les États-Unis, alors que l'Union européenne, etc., à travers tout leur moralisme et leurs conditions, en fait, ont détruit en fait complètement le oui, ça ne nous protège pas des États-Unis. Par exemple, on dit ça nous protège de la Chine, l'Union européenne, on permet de faire concurrence. Mais en fait, on est dépendant. On sert aussi aux États-Unis, grosso modo. Oui, complètement. D'accord. Les investissements chinois sont conditionnés, il faut des prêts. Si les pays remboursent pas, ils prennent des... Ok. Je regarde s'il y a encore des questions intéressantes avant qu'on aille sur l'anti-impérialisme. Il y a des gens qui disent, ouais, mais le Frexit, ça va pas convaincre les gens. Mais 60% des Français sont contre l'Europe, en fait, sont dits eurosceptiques.
Et en fait, pour des raisons qui sont pas liées, en fait, on va dire, bon, ils sont au racisme directement. En tout cas, les premières raisons qui apparaissent dans les sondages, c'est on est contre le libéralisme économique et l'Europe est pas démocratique. Donc jusque-là, en fait, ça va plus dans le bon sens. Oui, toi, tu crois que c'est pas du tout un truc qui pourrait faire fuir les gens? Mais moi, je pense qu'on aurait intérêt en fait à capitaliser sur ça. C'est qu'en fait, on aurait intérêt à driver ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mécontentement populaire. En fait, il faut lui donner un vrai sens politique, un sens anti-impérialiste, un sens justement anti-Europe. D'accord. Les gens, je vais faire une petite pause. Moi, il y a quelqu'un qui va me remplacer. Je sais pas s'il est à côté. Et après, on va parler plus anti-impérialisme, impérialisme de l'OTAN. Il me semble que tu es une grande atlantiste. Et on va voir si vous avez d'autres questions encore sur l'Union européenne. Mais on a compris, toi, ton avis, c'est que si tu es marxiste, tu quittes l'Union européenne. Le minimum. Et tu te remets sur le cadre national avec une véritable vision internationale. En plus, moi, ce qui m'hallucine là-dedans, c'est que on est beaucoup plus... Non, mais c'est pas aujourd'hui le ramadan, les gens, c'est demain. On est beaucoup plus internationaliste que l'est l'Union européenne. Si on veut quitter l'Union européenne, c'est notamment parce qu'on est internationaliste, c'est notamment parce que l'Union européenne ne l'est pas. Enfin, voilà, c'est ça qui me rend fou, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, genre t'es de gauche, tu veux quitter l'Union européenne. Oui, mais l'Union européenne est en train de dire t'es de gauche, t'es contre la domination de pays périphériques ou des pays du Sud. Oui, c'est ce soir, oui. Techniquement, oui. Ah bah oui, c'est dans quelques minutes. Oui, techniquement, c'est ce soir. Est-ce que Létard est là, s'il vous plaît? Létard, tu peux m'appeler Létard, s'il te plaît, FX le même argument que les plexiteurs de droite intentionnels. Quels sont les arguments des plexiteurs de droite? C'est logique si t'es marxiste de vouloir quitter l'Union européenne, mais j'ai l'impression qu'on est seul au monde. Bah justement, on va en parler juste après. Les gens, je vais aller prier et je vais me faire remplacer dans mon talkie oui. Je te souhaite bonne chance par un autre animateur qui va te poser des questions très précises sur l'Union européenne. C'est Létard. Létard, force à toi. Est-ce que tu as assis-toi, Létard, assis-toi. Voilà, Létard, tu as préparé ton sujet et tout, tu as préparé le débat? Absolument, oui, bien sûr. T'as préparé, en vrai, t'as des questions à lui poser? En fait, t'as posé ma question clé. tu l'as déjà posée finalement. Donc je suis un peu malheureux. Mais, mais j'ai d'autres questions, t'inquiète. Les gens, on est très gentils avec Marlène, t'es gentil avec Marlène, ok? Je vais être gentil avec toi, t'inquiète pas. Allez, ça va se passer. Ça va se passer. À tout, je vais aller prier. Vas-y, à tout de suite, Wissam. Donc sur le Frexit, moi, mon avis à la base, c'était oui, mais face à la Chine et aux États-Unis, mais ça a déjà été un peu posé et répondu. Du coup, je vais avoir une deuxième question sur l'Union européenne. C'est vrai que cette question, en fait, elle est assez intéressante puisque moi, je considère assez facilement que finalement, l'Europe, elle est pas innocente. En fait, je veux dire, je considère que la Chine l'est pas, mais je considère que l'Union européenne, que les États-Unis le sont pas non plus. Donc en fait, je pourrais pas dire en fait de manière que l'Union européenne est un bon rempart en fait contre la Chine, dans la mesure où voilà, comme on le disait avant, en fait, c'est un système qui exploite les pays du Sud, donc intra-européens, mais aussi extra-européens, à travers des accords de libre-échange, tout ce qui est politique de voisinage, par exemple. Voisinage des pays au niveau de la Méditerranée, donc on appelle ça la politique de voisinage méditerranéenne, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais aussi en fait les pays à l'est où en fait on se sert de l'Europe pour ouais. Ouais, ok. Pour envoyer en fait l'armée dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc en fait, je considère pas qu'en fait l'Union européenne soit sauf un Carlos rempart. Ghosn. C'est pas ça? Non, attends, ça c'est pas le même slogan. Tu connais pas tous coupables sauf Carlos Ghosn? Ça me dit quelque chose, mais c'est. C'était une annonce. Il y avait Nadine Morano face. Tu sais, il y avait des affaires Renault et tout. Ah oui, mais tous coupables, sauf Carlos Ghosn. Et donc, elle avait dit, je ne connais pas cette chanson de Renault, parce que c'était le patron de Renault. Voilà. Oui, mais globalement, c'est vrai que en fait, c'est choisir son impérialisme un peu. Donc l'impérialisme chinois ou l'impérialisme états-unien ou l'impérialisme européen. Au final, il n'y a pas de bonne solution quand on va dire on a des positions décoloniales. Parce qu'on doit choisir à chaque fois entre en fait un impérialisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas le moins pire des impérialismes, à savoir l'Union européenne? Parce ça va. Mais disons qu'en fait, moi je pense qu'on n'a pas à choisir en fait entre l'impérialisme, c'est-à-dire enfin nous en tant que personne de gauche, en fait on doit justement prendre le pouvoir, on doit prendre l'État pour justement mettre fin à toutes ces politiques. Oui, et du coup l'Union européenne complique
la prise de pouvoir, parce que au lieu de devoir la prendre au niveau étatique, on doit la prendre au niveau européen. Ouais, et du coup, c'est pas possible. Enfin, Alors, mais justement, moi j'ai une deuxième question à ce niveau-là, sur la question de la possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi pour notamment les mouvements décoloniaux et de gauche radicale de chercher aussi des alliés dans les autres pays européens et d'essayer par exemple de construire un mouvement de rupture, mais qui pourrait aller au Parlement européen, prendre le pouvoir par ces institutions-là? Parce qu'en fait, le jeu électoraliste, si on peut le jouer au niveau national, pourquoi on ne pourrait pas le jouer au niveau européen? En fait, c'est très difficile quand on est habitué en fait, à militer dans un pays. Il y a la question de la langue, la question de en fait, qui est-ce qui peut voyager, aller faire des voyages militants, etc. Je veux dire, voilà, c'est souvent les retraités ou des gens qui ont de l'argent. Oui, ou des partis déjà installés. Voilà, et il y a aussi en fait, l'idée, en fait, c'est ce qu'on a vu pendant la crise 2007-2008, c'est-à-dire qu'en fait, on a des mouvements sociaux en fait, qui sont pensés à l'échelle de l'État. Si on regarde Podemos, par exemple, les cercles, etc., des indignés, en fait, n'étaient pas pensés pour aider la France, en fait, parce qu'il y a un principe de réalité qui est de dire qu'en fait, on milite dans un pays, et donc en fait, notre cible principale, c'est notre État. En fait, on ne va pas commencer à aller s'attaquer à la France ou je sais pas à. Oui, quand à qui on est espagnol. Quand on est, en fait, si on regarde. Syriza va pas aller s'attaquer. Voilà. Et en fait, avec Die Linke, mais après, tu vois, justement, il peut aussi y avoir des liens avec les différents partis de gauche. En fait, il y a eu des liens. Si on prend l'exemple justement du plan A, plan B qui avait été initié par la France Insoumise, mais aussi d'autres organisations politiques. Oui, l'idée c'était de faire une alliance potentiellement, par exemple, en Espagne, avec Podemos, avec une coalition de gauche. Ouais, du coup, il y a eu un partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire en fait, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'Union européenne, mais toujours à l'échelle de notre État. Et si on regarde en fait toutes les revendications qu'il y avait dans les différents pays, encore une fois, elles visaient l'État essentiellement. Leur État. Ok. Voilà, et aussi parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, les mouvements sociaux, ils sont décalés. Donc, en fait, il n'y a pas eu trop de mouvements sociaux dans les pays du centre, mais on va dire, d'abord, il y a l'Allemagne un petit peu, il y a eu une Nuit debout aussi en France. Ensuite, il y a Podemos, 2014, ça, Podemos, Syriza et le Bloco au Portugal. Et puis, je pense que c'est avant, il y a la Roumanie aussi qui a eu des mouvements sociaux assez forts, en fait, parmi les pays de l'Est. Et donc, en fait, ces mouvements sociaux, ils sont pas liés dans le temps. En fait, entre 2009, l'Allemagne, et 2015, l'Espagne, il y a 6 ans. Donc en fait, c'est très difficile. Oui, de coordonner tous les mouvements. Ouais. Ok. Et alors du coup, moi, il y a aussi une autre question au niveau du corpus législatif que tu peux avoir au niveau, pardon, de la CJUE, etc. Tu as toutes les normes européennes. Est-ce que parfois ces normes-là, tu vois, par exemple, donc là, après il y a la CEDH qui n'est pas de l'Union européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un peu plus large. Mais par exemple, c'est des organes qui parfois vont condamner les pays membres. Donc, par exemple, il y a des fois où la France a une législation qui va être considérée comme, au regard des droits humains, incorrecte. Et du coup, tu as aussi parfois des organes comme ça plus puissants qui peuvent venir taper sur l'État-nation. Est-ce que tu vois, genre, lutter contre, on va dire, l'organe supranational, est-ce que parfois, c'est pas aussi, notamment dans certains pays, un recul vis-à-vis des législations, des acquis sociaux qui peuvent être au niveau européen? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as des exemples? Alors, au niveau de la CEDH, il y en a pas mal. Parce que par exemple la France au niveau de ses pratiques non, t'as eu non par exemple là je regardais je montais un truc sur les intersexes et donc par exemple les actes de mutilation qu'on peut commettre, enfin que certains chirurgiens peuvent commettre en France sur les intersexes ont été condamnés au niveau de la CEDH. Après c'est vrai que des législations européennes qui sont plus au niveau de l'écologie par exemple, t'as pas mal de normes d'interdiction qui vont être au niveau européen. Les pailles en plastique. Alors, les pailles en plastique, finalement. Est-ce qu'il ne faut pas sauver les pailles en plastique? Moi, je travaille là en ce moment, donc mon nouveau projet de recherche, c'est sur l'agriculture régénérative, qui est en fait un nouveau concept qui est mis en place par... en fait, ça vient des États-Unis, mais qui est mis en place en ce moment par l'Europe pour remplacer l'agriculture bio. Et en gros, si on regarde en fait les normes de production, c'est la catastrophe. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'attirer les fonds d'investissement, donc américains, aussi britanniques. Il y a très peu de fonds en fait qui sont vraiment on va dire autres que ces différentes nationalités. Il y a des fonds des fonds allemands, etc. Mais en fait, ils sont quand même centrés sur l'Allemagne. Mais en fait, si on regarde aujourd'hui, donc ce sont des fonds qui américains, donc surtout, ils ont vraiment le monopole, qui achètent des terres agricoles sous
le prisme, on va dire sous le label de l'agriculture régénérative. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils respectent pas. En fait, c'est de l'agriculture intensive comme d'habitude, donc etc. au final, et en fait, le à côté, vernis... voilà, en fait, à côté, ils vont passer un contrat avec une entreprise minière pour planter des arbres et faire pousser de la pelouse. Et en fait, ils vont dire, voyez, en fait, pour, on va dire les Américains qui mettent leur retraite dans des fonds de pension qui ensuite sont gérés par des sociétés de gestion qui achètent ces terres. En fait, comme ça, grâce en fait à cette politique verte, en fait, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, les fonds de pension peuvent dire qu'ils sont verts. Donc, oui, c'est du greenwashing au sens le plus strict. Voilà. Okay. Donc en fait, toutes les normes européennes visent en réalité à déréguler, et en fait, elles ne sont pas du tout progressives. Okay. Donc en fait, au final, même cette illusion, parce que moi, c'est un discours que j'ai souvent entendu sur les normes européennes, qu'elles pouvaient être parfois plus protectrices, etc. Moi, j'ai pas d'exemple en fait. Droit du travail, par exemple, tu avais le truc Manon Aubry aussi sur le statut de salarié. Je crois que ça a été discuté au niveau européen. Le statut de salarié pour les Uber Eats, etc. Mais c'est vrai que c'est marginal et ça peut aussi être une esbrouffe de type greenwashing, etc. au final. Donc c'est vraiment à la marge que ces avancées existent et la plupart du temps c'est plutôt un recul, c'est ce que tu dis en tout cas. Et puis en plus quand il y a éventuellement des rares améliorations en fait sociales, souvent c'est ce qu'on appelle de la soft law. En fait c'est pas contraignant. Oui, alors qu'en fait les directives droit de la concurrence, etc. Là pour le coup c'est contraignant direct quoi. Voilà. Ok. C'était intéressant. Moi c'est. Bon, ça va, ouais. Le commentaire, la solidité de l'invité face à Jeffrey Dahmer, je m'en remettrai jamais. Bravo. Il a été gentil, il a été sage, il a été sympa. Très sympa. J'ai pas écouté de tout ce que vous avez parlé. Vous êtes revenu sur l'Union européenne, c'est ça ? Ouais. D'ailleurs, là, il y a une évolution, c'est aussi qu'au-delà de ça, maintenant, ils veulent une armée de l'Union européenne. Qu'est-ce que tu penses de ça, notamment par rapport à... il y a eu la guerre en Ukraine. On a soutenu parce qu'on est démocratique et nous, ce qui nous intéresse, c'est les libertés fondamentales et la démocratie, comme on le prouve assez bien avec notre soutien d'Israël. Et maintenant, avec les États-Unis de Trump qui se barrent, qui sont en mode débrouillez-vous, on s'en bat les couilles, et la menace de la Russie ou de la Chine ou que sais-je, il y a l'idée de refaire une armée européenne. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que pour toi, c'est une évolution logique ? Et on n'a pas le chat en face de nous. En fait, cette question d'armée européenne, elle remonte à longtemps parce qu'en fait, dès que les États-Unis en fait ont une politique unilatérale, je sais pas, le Kosovo, l'Irak, etc., ou en fait qui touche à des intérêts européens, en fait, on a cette espèce de remise en avant d'une politique européenne de la défense qui en fait n'a absolument aucune chance d'aboutir. Ouais, pour toi, ça va pas marcher dans tous les cas ? Ah non, pour moi, ça va pas marcher du tout. Et en fait, même si ça marchait, donc ce serait pas du tout en fait comme un contrepoids des États-Unis. En fait, ce serait complètement dans le cadre de l'OTAN. Je pense que les États-Unis ne demanderont jamais, en fait, ne soutiendront jamais les Européens à faire une politique européenne de défense qui soit autonome en fait de l'OTAN. Donc en fait, quand on parle de politique étrangère, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que même Trump actuellement. Trump, en fait, il veut juste que les Européens payent. Davantage. Payent pour l'OTAN en fait. Ils veulent que, en fait, en tant que politique unilatérale, Trump il dit en fait les intérêts de ma bourgeoisie transnationale en fait ne sont pas vers en fait une politique multilatérale ou en tout cas une politique on va dire coopérative. Donc en fait nous on défend nos intérêts et puis vous allez défendre aussi d'autres intérêts en payant plus pour l'OTAN. Et en fait si vous faites une politique de défense, dans tous les cas elle sera dans le cadre de l'OTAN et puis vous allez continuer à nous acheter plein d'armes. Et donc ça c'est un truc qu'on a vu aussi dans le rapport Draghi qui est sorti là en septembre. C'est qu'en fait la production d'armes aujourd'hui elle va être de plus en plus standardisée sur les critères de production d'armes américains et donc qui passent dans l'OTAN. Okay. Donc en fait le rapport Draghi veut plus d'interopérabilité et interchangeabilité, ou je sais plus comment dire en français, en tout cas qu'il y ait vraiment une sorte de politique commune en termes d'armement.
Donc D'accord. transatlantique. Donc là, pour le coup, c'est vraiment donc les Européens qui sont pas contents, etc. Ils sont pas contents parce qu'ils vont devoir plus payer. Mais en réalité, il y a absolument aucun contrepoids qui se fait vis-à-vis des États-Unis. Au contraire, les prises de position qu'on a pu entendre de la Commission européenne vont tout à fait dans le sens d'une négociation avec Trump. L'Europe a peur, en fait. L'Europe a peur des tarifs, des droits de douane américains. Pourquoi ? Comme on disait tout à l'heure, parce qu'en fait, les Européens, ils sont trop pauvres. Donc, en fait, ils ont besoin d'acheter les biens américains. Et donc, en fait, on va largement négocier avec Trump. On va largement leur acheter des armes. Puis, On a déjà vu que ça s'est bien passé, la rencontre entre Macron et Trump. Il n'y avait pas l'air d'avoir énormément de tension, quoi. Non, mais ça. Enfin voilà, les Européens sont complètement soumis de toute manière. Il n'y a pas de marge de manœuvre possible dans le cadre de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on voit, je crois que c'est depuis 2022, l'augmentation en fait de l'importation d'armes, elle a été multipliée par 2. D'accord. Voilà. Donc, Mais d'ailleurs, on voit que tout le monde est en train de se réarmer. L'argent qui a été donné à l'Ukraine, est-ce que ça a vraiment été donné ou est-ce qu'en fait c'est des prêts, c'est des prêts. Voilà, parce qu'on dit beaucoup, on déverse des milliards et des milliards, mais on le voit notamment. C'est complètement des frais. Et puis d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que. C'est ça qui est horrible, quoi. Je veux dire, au final, les perdants, c'est les Ukrainiens qui, on l'a vu là, avec les négociations de Trump sur les minerais et tout. Au final, c'est eux les perdants dans toute l'histoire. Ah mais franchement c'est trop triste quoi. Et puis en plus si on remonte en fait un peu aux origines du conflit, enfin pas aux origines très très lointaines, mais juste 2014, je crois que tu parles de 2014. Ouais, en 2014 en fait c'est juste un accord de libre-échange en fait et aussi un plan d'ajustement structurel, c'est-à-dire donc des prêts en fait, et les Européens veulent absolument que l'Ukraine rembourse la dette et donc en fait en échange de ça, ils signent un accord de libre-échange, et qui dit accord de libre-échange avec l'Ukraine dit en fait la Russie ne peut pas être dans l'accord de libre-échange. Et donc en fait, quand on a une économie ukrainienne qui est divisée en 3, on va dire un tiers exporte dans les pays européens, un tiers en Russie, un tiers ailleurs, en fait, forcément, en fait, on demande à l'économie ukrainienne de choisir. D'accord. Et donc, Oui, on clive en fait, on clive l'économie, en fait, on sépare l'économie, en fait, on demande à l'Ukraine de choisir l'Europe et les États-Unis. D'accord. Voilà. Et ils ont été, on le voit maintenant, ils sont totalement perdants. Ils ont pris une voie. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à revoir Trump en tant que président. Et là, c'est l'abandon total, quoi. Ils vont payer. Ils ont signé l'accord. Ils ont tout perdu, quoi. Ils ont signé l'accord pour les minéraux, là. Ouais. Les minerais. Ouais, les minerais. Mais les minéraux, c'est bien aussi, c'est bon pour la santé. Non, mais c'est en anglais, minerals. Mais... Ah, excuse-moi. T'inquiète. Les USA ont baisé l'Ukraine. Mais en vrai, les vrais gagnants de la guerre Ukraine-Russie, c'est les États-Unis. Hein. Notamment avec le Nord Stream. Je veux dire, ils ont tout gagné. Ils ont absolument tout gagné. Ils ont réussi à isoler la Russie économiquement et c'est eux qui vendent leur pétrole et tout. Je veux dire, c'est les grands gagnants de l'histoire. Ah ouais, c'est incroyable. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que, enfin, pas drôle, mais je veux dire, en tout cas, même avant Trump, les États-Unis en fait étaient largement en fait du coup comme je travaille sur ça en ce moment, je regardais l'avant de venir, 80% en fait des terres ukrainiennes appartiennent aux États-Unis. En fait, elles appartiennent à des fonds d'investissement américains. La souveraineté du peuple ukrainien sur l'Ukraine, en fait, elle est ridicule. Enfin, genre, ça appartient, en tout cas, beaucoup de terres appartiennent aux États-Unis. Donc, déjà, même avant Trump, etc. Bon, Trump, c'est encore pire, évidemment, mais même sous Biden et même avant, en fait, on pourrait remonter à la fin de la guerre froide, en fait, et à tous les accords qui ont été passés entre l'Ukraine et l'OTAN, d'ailleurs. On a, en fait, vu de plus en plus, dès la fin de la guerre froide, une intégration progressive, en fait, de l'Ukraine, mais aussi, en fait, largement, en fait, des anciens pays soviétiques sous le giron américain. D'accord. Sous l'OTAN, et qui se traduit aussi par des investissements économiques, comme tu disais, hyper importants. Et justement, est-ce que l'OTAN, est-ce que c'est pas une chose, la critique de l'OTAN et les critiques de l'atlantisme, est-ce que c'est pas une chose qui a été aussi abandonnée par la gauche? Je vois que la France insoumise remet un petit peu en avant, mais j'ai l'impression que on a beaucoup du mal à critiquer l'atlantisme et à avoir des positions parfois un peu ambiguës vis-à-vis de l'Ukraine et notamment sur la menace russe, alors que c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant, la présence de l'OTAN, et que d'ailleurs on voit qu'on nous dit que c'est sur l'Europe, mais c'est en train de se mondialiser, même l'OTAN qui prend des positions aussi vis-à-vis de Taïwan et de tout ça. Est-ce qu'on n'a pas à refaire une critique de l'OTAN? Oui, Glucksmann, CIA, Glucksmann. Ouais.
Ouais, enfin, je veux dire, c'est assez hallucinant comment en fait la gauche a perdu, mais enfin, la gauche ne critique pas en fait, enfin, n'a pas de vraie dimension, on va dire, anti-impérialiste. Mais en réalité, c'est déjà depuis la fin de la guerre froide, où en fait même tout ce qui est mouvement attaque, etc., genre altermondialiste, en fait, on rejeté l'anti-impérialisme pour critiquer la mondialisation, en fait, perçue comme un processus économique un peu homogénéisant. En fait, dès la fondation d'Attaque, en fait, ils disent que voilà, en gros, il y aura plus de guerre parce que le capitalisme est partout et donc en fait, il faut lutter non pas contre l'impérialisme, contre la guerre, mais plutôt pour des grandes causes, donc la faim, etc. Bon, même si je suis un peu dur avec Attaque là, mais je veux dire globalement, en fait, l'altermondialisme, en fait, pour moi, ça a été le début de la fin du mouvement anti-impérialiste. D'accord. Ah ouais. Ouais, Ah. après, en Irak, donc, lors de la guerre en Irak, il y a eu quand même des grosses manifs, mais pas trop en France en réalité. Pas forcément, parce que la France était contre, mais bon, on aurait pu soutenir. Mais il y a eu quand même des grosses manifestations, voilà, donc qui étaient pas mal. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression que là, c'est un peu c'est un objectif en fait actuel, c'est-à-dire de reconstruire en fait un mouvement anti-impérialiste, et je crois que les camarades sont en train de faire ça. On va les accueillir dimanche, Alix, FX, Romain. Toi, tu participes parfois à ça? Ouais, moi au séminaire. je fais partie du groupe de lecture du coup anti-impérialisme, mais je pensais aussi, tu sais, au mouvement Guerre à la guerre. Oui. Voilà, qui en fait essaye de faire un gros travail en fait sur justement comment est-ce qu'on reconstruit les bases d'un mouvement anti-impérialiste. Et justement, sur le truc de l'impérialisme et de l'anti-impérialisme, est-ce qu'on n'a pas trop tendance, alors ça en fait partie, hein, la domination militaire, mais est-ce qu'on n'a pas trop tendance à limiter l'impérialisme au côté militaire? Et notamment, c'est pour ça que, vu que la Russie a envahi l'Ukraine, Macron nous sort, c'est le retour de l'impérialisme. Comme si l'impérialisme avait cessé, la France n'était pas impérialiste parce qu'elle ne ferait pas d'opération militaire, ce qu'elle fait d'ailleurs, ce qu'elle fait. Mais est-ce qu'on n'a pas trop tendance à réduire sur l'aspect militaire, le plus proprement spectaculaire, et pas de mettre de côté aussi l'aspect économique? Alors, avec la question de savoir est-ce que la Russie, au-delà du militaire, est un pays impérialiste, du point de vue marxiste, économique. Voilà, c'est vraiment des questions compliquées. Ouais, je pense qu'en fait... à la base, si on va dire on garde une définition assez précise de l'impérialisme, selon moi et selon les penseurs, on va dire classiques de l'impérialisme, Lénine, Boukharine, etc., et les penseurs contemporains, il y a quand même en fait la nécessité de l'État et donc d'une intervention armée pour protéger des intérêts économiques. C'est quand même parce important. Que sinon, en fait, si on définit l'impérialisme partout, tout moyen toute logique économique de dépendance et de centre-périphérie, en fait, on n'arrive plus à faire la différence avec le capitalisme, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, dans la mesure où les relations commerciales, en fait, les relations économiques entre les pays du centre et les pays de la périphérie, elles sont régulées par ce qu'on appelle le droit et par donc, en fait, on va dire une sorte de processus contractuel, en fait, des relations capitalistes, donc relations entre États, mais aussi à l'échelle internationale. On considère que c'est plutôt l'hégémonie, c'est-à-dire qu'en fait, l'État n'a pas besoin de menacer ou de rentrer directement en guerre pour défendre ses intérêts. Ouais. Et donc là, en fait, ça permet peut-être d'introduire aussi une dimension, c'est en lien avec la question européenne. Et tout à l'heure, en fait, très rapidement, au départ de la présentation, j'avais commencé à en parler vite fait sur la question en fait d'investissement direct à l'étranger et sur en fait comment ça transforme les bourgeoisies européennes dans un sens donc pro-américain, et dans la mesure en fait où les États-Unis n'ont pas besoin en fait de menacer l'Europe pour que l'Europe défende ses intérêts. En fait, les intérêts américains, ils se reproduisent à l'intérieur en fait des sociétés européennes et des économies européennes. Et c'est complètement négocié en fait. Il y a en fait la libéralisation des capitaux, la libération des marchandises, etc. qui ne nécessite pas, on va dire, l'usage de la force pour être mise en pratique. Alors que l'impérialisme, moi, je serais plutôt d'avis en fait de conserver cette notion à vraiment l'utilisation de la force armée de l'État, et donc autrement dit de rupture en fait de cette logique coopérative entre guillemets entre États pour défendre en fait des intérêts qui seraient unilatéraux. D'accord. Et donc là en fait à travers l'impérialisme il y a vraiment la rupture en fait de l'hégémonie
américaine en fait sur le monde. En fait, quand les États-Unis ils ont besoin de faire la guerre, quand ils ont besoin de faire Oui, d'accord, je vois. quand ils ont besoin de faire la guerre en Irak, si on prend juste un des motifs de la guerre en Irak, parce que Saddam Hussein décide de libeller le pétrole en euros. En fait, ils ont besoin de faire la guerre. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas hégémoniques. Et donc, en fait, il y a une rupture, en fait. Bon, après, c'est jamais, on va dire, des notions qui sont vraiment totalement séparées, parce qu'en fait, c'est un continuum. Mais du coup, le livre de Benjamin Purbaumer sur cette question, il est vraiment... il est vraiment très très bien en fait sur la définition en fait entre les différents concepts, les différentes théories. Et donc en Ukraine, quand ils envoient des armes, pour toi c'est à peu près la même logique? C'est aussi envoyer des armes, tu veux dire en défense en fait de l'Ukraine? Oui. Pour moi c'est l'impérialisme en fait. D'accord. Pour le coup il y a. Mais donc là il y a deux impérialismes qui s'affrontent. Il y a l'impérialisme russe et l'impérialisme vu que eux aussi emploient la force militaire. Oui. Mais après c'est aussi une question de proportion. C'est-à-dire qu'en fait, justement, si en fait on se tient à juste une analyse, en fait, on va dire un peu économique, un peu matérielle, en fait, des choses, on voit que l'Ukraine, en fait, depuis la fin de la guerre froide, est complètement intégrée, en fait, à l'OTAN. En fait, les troupes ukrainiennes s'entraînent, en fait, même s'ils ne font pas partie de l'OTAN, s'entraînent, en fait, avec les troupes britanniques de l'OTAN, etc. Donc, il y a quand même une intégration, en fait, de l'Ukraine dans le bloc occidental. Il y a, en fait, des accords de libre-échange qui sont signés, comme on parlait tout à l'heure. Il y a en fait aussi, je pense, en fait, des processus internes à l'Ukraine que moi je maîtrise pas forcément, mais par exemple, je sais que le russe en fait a été interdit. L'utilisation du russe en fait a été interdite post 2014. Donc en gros, l'Ukraine, c'est le terrain de lieu de la lutte entre les États-Unis et la Russie. Disons que pour moi, en fait, la guerre russe en Ukraine est une réaction à l'impérialisme américain. D'accord. Et en fait, il ne faut pas confondre, à mon avis, quand on définit l'impérialisme, qui attaque. C'est-à-dire, en fait, c'est pas la première personne qui attaque qui, en fait, d'un point de vue temporel, je veux dire. Mais en fait, il faut toujours resituer, en fait, une intervention armée dans le cadre du capitalisme global. Alors, je précise pour les gens, ça ne veut pas dire que tu la rends légitime. Ah non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire. Oui, non, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire elle dit que c'est une réaction à l'impérialisme américain. Je veux dire, la réaction n'est pas légitime en tant que telle. Ah non. Je connais les chats. Oui, ok. Ils sont. Non, mais en fait, c'est juste qu'il faut resituer, on va dire, l'agression russe en Ukraine dans le capitalisme en général, et dans les rapports de force. Et donc, en fait, si on voit qu'en fait, depuis le début, il y a quand même en fait, un capitalisme américain qui est de plus en plus fort, qui en fait intègre totalement l'Ukraine. Mais tout à l'heure on en parlait, 60% des terres ukrainiennes appartiennent aux États-Unis. Ça c'est concret, c'est matériel. Je veux dire, l'économie de la Russie, elle est équivalente à l'économie du Portugal en fait. Donc en fait on compare les États-Unis. Enfin je veux dire, il faut aussi avoir je pense un ordre de grandeur quand on qualifie d'impérialiste un État. Ouais. Mais je pense c'est aussi intéressant parce que ça montre aussi la difficulté de penser l'anti-impérialisme aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai déjà vu quelqu'un qui parle de ouais, mais ça, est-ce que c'est pas un peu campiste? Ça serait quoi une ligne claire sur l'anti-impérialisme vis-à-vis de l'Ukraine? Parce que eux, ils pensent que si on critique les États-Unis, ça veut dire qu'on soutient Poutine et l'agression russe. Moi, je pense que la question de la neutralité, en fait, elle est plutôt. Elle est plutôt pertinente, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas à prendre position dans ce genre de débat. Et puis aussi, il y a, quand on est impérialiste, je pense qu'il y a aussi une question qui se joue, c'est-à-dire en fait où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on milite. Et en fait, quand on milite en France, en fait, on va pas commencer en fait à aller donner des leçons en fait à d'autres pays. Je pense que voilà, la France est un pays occidental, etc., qui a des intérêts très très forts. Et donc en fait, je pense que notre tâche en fait en tant que militaire anti-impérialiste, c'est de militer contre l'impérialisme qui nous concerne. En l'occurrence, et qui nous concerne. Et donc, si on fait le lien avec ce qu'on a dit sur l'intégration de l'économie européenne et française dans le capitalisme américain, lutter contre le capitalisme français, l'impérialisme français, c'est aussi lutter contre l'impérialisme américain. Ouais. Justement, par exemple, les questions de est-ce qu'on aide ou pas l'Ukraine, je trouve ça très intéressant parce que on me pose cette question-là, et je trouve qu'il faudrait poser différemment la question, c'est comment ça se fait que la France, par exemple, aide l'Ukraine et pas la Palestine? Tu vois, parce que si tu te limites à te dire ouais, est-ce qu'on aide ou pas l'Ukraine, tu limites le débat et tu vois pas quels sont les intérêts des Français à venir aider l'Ukraine, alors qu'il y a d'autres États où on se pose pas la question. Je veux dire, la France ne va pas les aider et on sait pourquoi. Donc en fait, plutôt que de se dire est-ce qu'il faut aider l'Ukraine ou pas, la question c'est parce que de toute façon la France le fait. De dire que nous on le décide ou pas, la France est en train d'aider l'Ukraine. La question c'est comment ça se fait
que la France aide l'Ukraine? C'est quoi? C'est ses intérêts directs, économiques? Bah, disons que pour les investissements qui sont réalisés en Ukraine, c'est pas très stable en fait que d'avoir en fait une agression russe. Enfin, je veux dire, je veux dire, tous les intérêts, etc. sont, enfin tous les investissements sont un peu en danger, quoi. Et puis du coup, ça attire pas les investissements, c'est sûr. Mais en fait, sur cette question, je pense que il y a un texte de Lénine qui est en fait, qui est bien, en fait, qui revient un peu sur les conditions en fait, de soutien en fait, des luttes d'autodétermination. Et il y a un truc assez simple, c'est de dire en fait, dans quel sens ça va. Ouais. Tout simplement, Ouais. je veux dire, est-ce qu'en fait soutenir l'Ukraine, est-ce que ça va vers l'impérialisme américain, vers plus de fonds d'investissement qui vont acheter des terres, plus d'Ukrainiens qui vont être endettés en fait auprès des fonds américains. Je veux dire, Oui, l'aide entre guillemets. voilà, que donnent en fait, c'est tout bête. On va dire quelle est en fait la conséquence de notre soutien en fait à l'Ukraine. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Donc en fait, pour moi, la position de la neutralité, en fait, elle est la meilleure à avoir. Oui, et comme tu as dit aussi de critiquer notre propre impérialisme. Je veux dire, Voilà. est-ce que parce que on veut vendre, non, on donne de l'argent. On donne des armes à l'Ukraine. En fait, on prête beaucoup d'argent, mais au fond, la question, c'est parce que moi, je me rappelle, c'était les dissensions qu'on avait avec le NPA. Et qui disaient non, mais nous, on est aussi pour que la France donne des armes avec d'autres nations qui mènent leur lutte d'indépendance. Sauf que oui, mais elle ne le fait pas. Je veux dire, ça a beaucoup plus de. Je veux dire, la France fait déjà des livraisons d'armes à l'Ukraine, donc je ne vois pas l'intérêt de dire il faut livrer des armes à l'Ukraine puisque la France, État impérialiste, le fait. Il faut plutôt se questionner de comment ça se fait qu'elle ne le fait pas sur d'autres États, et que même si on disait bah, il faut quand même aider ces États, ils ne vont pas le faire, et de questionner aussi l'intérêt, et aussi comment ça peut rentrer en compte dans ce qu'on voit actuellement, la fascisation de l'État, et on le voit aussi avec la question de l'augmentation du budget de l'armée. J'ai l'impression que même la question de l'antimilitarisme, elle a complètement disparu en France, et même à gauche. Ouais. Oui, t'es d'accord, il y a pas... Non, oui. Et puis enfin, je veux dire, dans quel monde, en fait, un soutien de Macron à l'Ukraine, en fait, est un soutien qui envoie un signe positif. Enfin, je veux dire, ça me semble... Je veux dire, si Macron soutient, c'est qu'il y a un problème, en fait. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Enfin, je veux dire, il y a quand même... oui, comme tu dis, Macron ne va pas soutenir les Palestiniens, mais évidemment. Enfin, je veux dire, Le NPA veut que l'Ukraine rejoigne l'UE. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Je sais que l'OTAN, c'est mort, selon Trump. L'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN. Mais est-ce que tu penses l'Ukraine va pouvoir rejoindre l'Union européenne ou Je sais pas, je pense que c'est pas improbable non plus. Je pense que dans tous les cas, l'Ukraine rejoindra comme les autres pays de l'Est, c'est-à-dire comme des États de seconde zone en fait qui n'ont absolument aucun pouvoir et qui en fait sont justement l'objet d'investissements qui arrivent directement, l'objet d'une dette insurmontable, l'objet donc d'intérêts à payer et qui en fait vont appauvrir encore plus les pays. Donc oui, en fait ça me semble pas insupportable. Enfin insupportable, ça me semble aussi insupportable. Mais ça me semble pas, Ouais. ça me semble pas en fait comment dire impossible. Mais après, si on regarde en fait comment est-ce que sont rentrés les pays de l'Est au sein de l'Union européenne, on peut se dire que est-ce que c'est des États qui ont du pouvoir? Bah, je pense pas. La Roumanie, etc. aujourd'hui, c'est la catastrophe. En fait. Bah, oui. Oui, mais par exemple, il y a une différence entre envoyer des armes à l'Ukraine par l'intermédiaire de l'OTAN et apporter notre soutien, par exemple, au peuple ukrainien en accueillant des réfugiés. Oui, mais là, vous parlez à la gauche, on va accueillir tous les réfugiés. Je veux dire, c'est pas seulement. On va pas faire c'est de pas différence. seulement et même le contraire. On voit que dès que ça va être la fin de la guerre, tous les Ukrainiens vont être virés des pays européens et aller dans votre pays qui est complètement détruit et vous allez devoir rembourser des dettes. Je veux dire, les grands perdants, au fond, c'est les Ukrainiens. Mais c'est la catastrophe. Voilà, alors que bon, nous, ça va aller. Il y a aussi la question, en fait, c'est vraiment le gros débat de maintenant, c'est l'anti-impérialisme. Et j'ai l'impression que depuis la Syrie, il y a vraiment et ça a été une question très compliquée, la Syrie. Je pense que tu étais aussi encore militante sur la ligne anti-impérialiste par rapport à la Syrie. Ça a provoqué des fractures énormes. Moi, je me rappelle, même dans le milieu décolonial, antiraciste, ça a complètement pété. Comment faire là pour refaire une ligne anti-impérialiste? Est-ce que tu trouves que la France insoumise est un bon exemple de ligne entre guillemets anti-impérialiste à gauche? Est-ce que c'est le meilleur exemple qu'on a? Bah oui, complètement. Enfin, je trouve que la France insoumise, elle a des très bonnes positions et même si on regarde en fait, voilà, la prise de position en faveur, on va dire, enfin en tout cas anti-israélienne, et puis aussi tout ce qui est en fait tout ce qui est même les positions internes en fait de lutte contre l'islamophobie en fait, genre quand on lutte contre l'islamophobie, en fait du coup
on permet en fait à des gens d'avoir aussi du pouvoir sur l'État et donc en fait de limiter en fait indirectement les politiques impérialistes de la France à l'étranger. Donc en fait, je pense que la France insoumise est de ce qu'il y a de plus courageux en réalité sur l'échec politique français vis-à-vis de l'Ukraine aussi. Je trouve que les positions elles ont été plutôt carrées. Je veux dire, il n'y a pas eu de Enfin, ouais, elle tient bien. Oui, il y a une critique aussi de l'OTAN. Je trouve que moi, Critique j'étais de assez l'OTAN, même on étonné sort par de ça. l'OTAN. Enfin, parfois, en fait, on peut entendre ça. La dépendance aux États-Unis. L'anti-américanisme, c'est ça qui nous guide. Mais après, je pense qu'il y a quand même Après, il y a peut-être une réflexion à engager sur notre propre impérialisme. Je pense que ça, en fait, ça répond aussi à un argument sur les colonies départementalisées. Voilà, oui, bien sûr. On pourra pas éviter ça. C'est sûr qu'il faut vraiment. Voilà, je pense que lutter contre l'impérialisme américain, ça c'est pas suffisant. Et est-ce que toute nation est-elle par essence impérialiste ? Toute nation, je sais pas, mais tout État capitaliste, je veux dire, qui a une position dominante, oui, en fait, à partir du moment, en fait, le capital, en fait, par définition, il tend à sortir, en fait, des frontières et à vouloir investir ailleurs, surtout dans le cadre de crises de suraccumulation comme on peut vivre, en fait, depuis, particulièrement depuis la crise 2007-2008. Donc en fait, oui, les États capitalistes, ils vont aller chercher des débouchés, et ils vont aller chercher une main-d'œuvre qui est moins chère, aller chercher des ressources. Et donc pour ce faire, ils vont exporter du capital, donc qui est la définition en fait de l'impérialisme par les marxistes. En fait, on exporte du capital à l'étranger pour en fait pour sortir en fait d'une crise de suraccumulation. Ouais. Et là, pour moi, c'est à peu près la même question, mais c'est vrai qu'on parle de Frexit, mais c'est vrai que le souverainisme, ça pose aussi ça provoque le même rejet à gauche. Est-ce que tu penses que le souverainisme peut être une notion de gauche ou il faut totalement abandonner cette notion de souverainisme ? Pour moi, c'est pareil, de cette manière. Enfin, je veux dire, pour moi, genre, il faut. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Voilà, c'est dans ce qu'on met dedans. En fait, si on investit ça dans un sens anti-impérialiste, dans un sens en fait antiraciste, dans un sens juste de reprendre le pouvoir, en fait, considérer en fait la souveraineté de l'État comme quelque chose une échelle politique, prendre le pouvoir, ça me semble assez logique en réalité. Moi, après, encore une fois, ce terme, il est connoté négativement parce qu'en fait, je pense que c'est les partis de droite, enfin voilà, en tout cas une minorité qui ont mis en avant, je crois, ce concept, mais je pense que la gauche a tout à fait intérêt en fait à rentrer dans le débat c'est un enjeu de lutte. Et à se ressaisir en fait, ça, c'est comme la nation, etc. En fait, on va pas laisser les fachos donner un contenu facho en fait à ce concept. Ouais. Nous aussi, on a un autre. On a une autre vision des choses à amener, quoi. D'accord. Je regarde, c'est encore 2-3 questions sur ça. Moi, j'aurais juste une question sur l'actualité. Qu'est-ce que tu penses des mouvements marxistes actuels ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un renouveau des gens qui se réintéressent au marxisme ? Est-ce que tu es plutôt optimiste sur l'intérêt des nouvelles générations sur le marxisme ou tu as l'impression que la formation marxiste est catastrophique actuellement ? Tout dépend où, en fait. Je pense que tu fais un très bon travail. Je pense que les youtubeurs dont tu m'as parlé font un très bon travail. Je pense que après, c'est sûr que le marxisme à l'université, il n'est pas enseigné. On va pas se mentir. Après, il y a quand même quelques chercheurs en fait qui font du bon boulot, qui commencent en fait à avoir un peu de prise en fait sur ça. Je pense à Benjamin, bien sûr, hein, qui lui fait le taf, bien sûr. Après, la France a une histoire assez particulière parce que voilà, la France est très bourdieusienne, en tout cas, en fait, et Bourdieu en fait était vraiment anti-marxiste, et donc en fait, après, c'est pas lui en fait en tant que tel, c'est aussi un processus en fait néolibéral qui a fait que de certaines manières en fait. C'est le monde académique. Voilà, c'est le monde académique aussi, mais donc en fait. Bourdieu a un problème ? Moi, j'aime beaucoup Bourdieu, mais je sais, non, mais moi politiquement, je trouve. Il a agi qu'à la fin de sa vie, donc je dirais oui, quand même, un problème politiquement, quoi. Je dirais politiquement, et puis je dirais que théoriquement, je pense qu'on a beaucoup de choses à redire en fait sur comment est-ce qu'il pense justement le rapport entre l'économie et la politique, qui pour moi, en fait, à mon avis, est sous-théorisé. Et donc pour l'histoire des champs, etc., moi, je comprends pas trop, mais après tout, je trouve que c'est assez malin, en tout cas aujourd'hui, d'utiliser Bourdieu et en tout cas d'enrichir Bourdieu avec la pensée marxiste. Et en fait, je pense que d'un point de vue académique, comme ça passe, c'est ce qui permet en fait à des étudiants aussi d'entendre parler d'autres choses à travers Bourdieu, et c'est plutôt bien en fait ce qui se fait en ce moment. Les bourdieusiens en fait font du bon travail en amenant en fait des concepts marxistes
voilà, dans le champ académique, ce qui est pas facile. Hein, voilà. Donc le marxisme, je pense que la France a été, à partir des années 80, c'était la catastrophe. Ouais. Mais là, en fait, c'est un peu en train de revenir. Et puis aussi, je pense qu'en lien avec les dynamiques politiques voilà, qu'on vit, genre la France insoumise, l'Institut de la Boétie, qui met aussi en avant pas mal les penseurs marxistes, Stathis Kouvelakis, qui a... T'aimes bien Stathis ? Oui, j'aime bien, oui. Donc il y a vraiment en fait en lien aussi avec cette dynamique politique en fait de résistance. Il y a aussi en fait on se réapproprie des concepts, voilà, on relit des trucs, voilà, même sur la nation. Moi j'ai relu des trucs. C'est le gros débat là. Ouais, il y a pas longtemps et c'est important quoi aussi de voir qu'est-ce que les marxistes ont à dire sur la nation. Bauer, je sais pas, Davidson, tous l'article de Stathis justement sur Marx et la nation, il est génial. Je veux dire, il y a. Contre-temps, c'est ça ? Non, c'est à nous, dans nous. Ah ouais, je l'ai pas lu. Dans nous. Ah ouais. Putain, c'est de ma faute. Elle fait plus la promo de lisez-nous. Mais parce que je sais qu'il a fait aussi un truc les bourgs et les tours ou toute une réflexion autour de la nation. Mais il faudrait que je le lise. Mais j'imagine que c'est aussi centré autour de ça et qu'il y a énormément de gens qui sont. C'est insupportable. Toi, t'es maline, t'es pas sur les réseaux sociaux parce que toi, t'es une ancienne. Tu ne t'intéresses pas, mais tu te rends pas compte comment c'est une. Je sais pas si t'as vu aussi l'article de Contretemps de Ouria. C'est l'article qui est basé sur son intervention. Ouais, et ils ont mis un truc, pour la première fois, ils ont mis... Le chapeau, là. Ouais. Ah si, ouais, j'ai Qu'est-ce que t'en penses ? T'es à Contretemps, toi ? Justement. D'accord, je vais pas te foutre dans la merde. Non, je rigole. Moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin forcément de chapeau. Mais voilà. Je pense que le texte est vraiment très riche et justement très puissant intellectuellement, et je pense que le chapeau en fait n'était pas forcément nécessaire. Ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est de faire croire en fait que ce soit Kouvelakis ou Ouria ou d'autres, il y ait du nationalisme, tu vois, un éloge de la nation française. Et je trouve que c'est soit une malhonnêteté intellectuelle, soit ils comprennent pas ils n'ont pas lu les théories marxistes qui reviennent sur ça, qui ont réfléchi la nation, qui n'ont pas dit juste nique la nation et puis c'est tout, tu vois. Et moi, je pense que c'est vraiment ce truc un peu moral, en fait. On est ouais. Encore, en fait, on passe la politique d'un point de vue moral, et donc, en fait, tout ce qui est pragmatique, etc., c'est trop difficile, en fait. Genre, il y a vraiment, dans le cerveau, il y a un truc qui se passe, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment dommage. Mais après, je pense que c'est le travail que vous faites, c'est genre de remettre en avant un peu des concepts marxistes, et voilà, Alors, juste, oui, les gens, ils ne comprennent pas trop le truc du chapeau. C'est juste que Ouria Boutelja a publié un article sur Contretemps. Et Contretemps a rajouté, ce qui ne se fait pas d'habitude, un chapeau pour dire un petit texte pour dire que ça ne représente pas l'avis de toute la rédaction. Je pense mais ce qui est évident, on veut dire chaque article ne représente pas, la rédaction est assez énorme. Donc, mais en fait, et donc ça pose une question en interne de savoir, de savoir quelle est la politique en fait. Est-ce qu'il faut le mettre à chaque fois ou c'est que quand il y a Ouria, quand elle est aussi mal vue, il y a aussi la polémique un peu débile parce qu'elle aurait, tu sais, elle a cité sur Reich et après elle a repris un truc, un nazi. J'ai vu le truc de Golem là. Oui, je suis non mais et en fait j'ai envie de dire parce que je sais qu'il y en a certains qui sont allés dans ce sens-là, de dire c'est à quel moment on peut dire non mais le truc c'est tellement débile soupçonner Ouria d'être nazi. C'est qu'en fait moi les gens qui sont en mode elle a cité un nazi, c'est quoi dans votre logique, elle est nazie? Mais c'est débile. C'est quoi votre politique? Vous croyez que... Et moi à chaque fois c'est quoi, imaginons qu'elle soit au pouvoir, c'est quoi, elle va faire le 5e Reich, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement débile que en fait les gens mais comme d'habitude c'est comme c'est un coup de lacanien, mais c'est comme quand ils lisent les livres d'Ouria, ils ne comprennent pas. Ils sont toujours dans une lecture premier degré, comme si elle rendait vraiment hommage à un nazi. Je sais pas s'ils ne comprennent pas ou juste ils sont pas d'accord en fait globalement avec la politique, avec le truc qui est mis en avant quoi. Enfin, sinon c'est vraiment la mauvaise foi. Enfin, je vais pas comprendre. Je pense qu'il y a un peu des deux. Le fait de citer en fait un nazi, je veux dire, c'est pas parce qu'on cite un nazi qu'on est un nazi. Je veux dire, tous les gens qui travaillent sur les nazis, qui les citent dans leurs bouquins alors ils sont nazis. Enfin, c'est parce que c'est Ouria clairement. Et en plus, c'est de dire l'idée, mais ce que disait Reich à l'époque, c'est que les nazis, je veux dire, cette phrase me semble conne à dire. Bien sûr qu'ils avaient totalement tort, mais qu'ils ont compris un truc dans leur discours sur comment parler aux masses. Bien sûr. Je veux dire, les gens, il y a juste à voir les mouvements de masse nazis pour se dire ils ont compris certains trucs pour parler aux masses, mais ils ont compris de la pire manière qui soit. Ils ont réussi à parler à des affects, aux sentiments, aux désirs des masses, mais avec le pire projet politique qui soit. Je veux dire, le propos est assez simple. Je veux dire, il y a un engouement, il y a eu le fascisme, mais pas seulement les nazis, le fascisme, mais même Trump actuellement. Trump a réussi
à parler aux masses. Tout le truc anti-woke, C'est ça qui est horrible. Enfin, je veux dire, en fait, il capte quelque chose, il pousse quelque chose, etc., qui va évidemment pas dans le bon sens. Mais en fait, il faut quand même analyser ça. Comprendre en le fait. mécanisme qui fait qu'ils ont réussi à convaincre des gens. C'est ça vraiment la question que se pose Ouria et même que se sont posés beaucoup de gens. Et je vous rappelle, Wilhelm Reich, à l'époque, qui expliquait, qui se battait avec les marxistes pour leur dire vous avez une lecture trop, dogmatique, trop fermée. Vous ne comprenez pas que le fascisme marche sur différentes choses et il faut se pencher sur la question pour réussir à avoir un discours de gauche marxiste sur ce sujet. Il est super le bouquin, je suis en train de le lire là du coup. Lequel ? La psychologie des masses. De Reich ? Ouais, j'ai oublié le titre précis. Moi, j'ai pas le titre précis, moi. Ok, je suis à la moitié là, c'est trop bien. Mais il faut lire. Non, mais moi, je te dis, c'est vraiment. C'est à partir de Deleuze et quand il avait eu cette phrase qui m'a retourné, c'est ça les fait bander. Le fascisme, ça les fait bander. Et c'est là où tu dis putain, mais oui, il y a un truc. Genre, ils sont pas juste trompés. Mais il y a un truc de désir, évidemment. Voilà, c'est ça. Ils ont envie de fascisme. Quels sont les auteurs que toi tu conseillerais aux gens Sur l'anti-impérialisme, il y a le bouquin de Benjamin Burbaumer qui reprend en fait justement les différentes définitions en fait de l'impérialisme, etc. Moi, ce que je suis en train de lire en ce moment, je dis Fanon, Reich et. Mais c'est dépassé, ça. Tu connais pas la psychologie sociale? Ouais. Je sais pas, non, mais d'un point de vue marxiste, je sais pas, sur l'État, Poulantzas, Gramsci, sur l'Union européenne, Poulantzas en débat avec Ernest Mandel, justement sur comment est-ce qu'on pense l'Europe. Après, il y a beaucoup d'écrits en anglais. Il y a Leo Panitch, Global Capitalism, sur justement comment est-ce que les États-Unis ont intégré en fait dans leur État et dans leur impérialisme l'Europe. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que tu regardes toi, tu regardes un peu des youtubeurs, des vidéos ou pas du tout? Je regarde Parole d'honneur. D'accord. Ouais. Toi? Ouais, c'est bien. Daniela, tu connais? Ouais, je regarde, ouais. Tu regardes? Ouais, je regarde. D'accord. Il y a quelqu'un qui me dit non, mais le problème, attends, juste pour revenir deux mots sur Ouria. Le problème, c'est qu'elle dit que Otto Stressor, je sais plus le nom exactement, elle dit que c'est un nazi de gauche. Oui, mais c'est un nazi. C'est l'aile gauche du nazisme, entre guillemets, si tu veux. Mais c'est une blague. Oui, non, mais voilà. Non, mais ils sont. Et en plus, je veux dire, elle a dit nazi de gauche, donc elle l'aime bien parce qu'elle a mis de gauche. Non, mais les gens, arrêtez, quoi. Non, mais c'est une folie. Écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question est-ce que vous avez une dernière remarque? Est-ce que toi, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, que tu aimerais bien préciser ou pas? Dites-moi. Non, franchement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question, non? Ouais. Bah ouais, je pense. Utiliser le mot nazi. Après, c'était un nazi. Hein. Là, on n'utilise pas le mot nazi à tort et à travers. C'était un nazi, Mordicus. C'était un nazi. Basel et TN. En plus, tu les as achetés pas cher, tu m'avais dit. Ouais, je sais pas acheté cher. Ouais. Elle a mis de gauche entre guillemets, mais bref. Oui, non, mais. Et Kouvelakis, est-ce que c'est pour toi? Est-ce qu'il c'est le marxiste le plus intéressant actuellement en France? Est-ce que c'est Kouvelakis? Ouais, je pense qu'il est top, ouais. Il est vraiment très bien. Il y a Benjamin, il y a. Je sais pas. C'est vrai que Benjamin, on n'en parle pas beaucoup, mais après. Il a écrit son bouquin sur la Chine aussi, justement, sur le rapport. Mais je vais essayer de l'inviter. Après, il y a le groupe de lecture. Oui, on m'a demandé, on fait une petite annonce. Vas-y, tu fais la pub. Vas-y. La prochaine, les 2 prochaines séances. Attends, c'est Burbaumer. Mais les gens, il faudra que je l'invite, mais il faut que je travaille parce que lui, c'est très économique. C'est pas une polaire Quechua, c'est une polaire Taquini. Elle est trop belle, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un Quechua. Ouais. Quechua, c'est tout. Ouais, c'est cool, en vrai, c'est cool. Oui, ça. Oui, tu voulais faire de la promo? Ah ouais, là, oui, j'attendais que tu fasses ta promo. Ouais, du coup, les prochaines séances du groupe de lecture, c'est... Elle m'a un peu en panique. Vous savez... Non, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, d'accord. 9 mars, 23 mars, donc on est en train de faire le cycle sur la Palestine. Ouais. Du coup, le 9 mars, c'est un texte de Taher Lavadi qui est paru dans Contretemps. Et le 23 mars, c'est un texte d'Alex Zetkin qui s'appelle Gaza New York, qui est paru dans la New Left Review, qui a été traduit en français donc sur le site du groupe de lecture. Et en gros, en fait, c'est un point de vue très politique sur les mobilisations en fait pro-Pal à New York. Ouais. Et donc, en fait, le but en fait de ce groupe de lecture, ça va être d'essayer de faire un peu la même cartographie à l'échelle de Paris, quoi. D'accord.
Bah écoutez, on retient les dates, mais on va en reparler dimanche. Je reçois Alix et FX qui font partie de. Alix et FX qui font partie de. D'ailleurs, il y a FX qui était là, je sais pas s'il est parti avec Morgane, qui font partie de ces séminaires. On va reparler de tout ça, parce que c'est bien, ça va reparler sur les. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les deux. Il y a les textes de base. La base théorique. Ouais, nous, c'est ce qu'on fait, ouais. Mais il y a aussi, vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des trucs plus actuels. Et je trouve que, d'ailleurs, les marxistes anglophones, ils sont en avance sur pas mal de choses par rapport aux marxistes français. Hein. Rien que sur la question de la race, c'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de club lecture dimanche. Bah, j'essaierai de faire, avant de les recevoir, j'essaierai de faire le club de lecture. On fait sur l'État et la Révolution de Lénine. Ok, trop bien. C'est lequel ton livre préféré de Lénine? Je sais pas, que faire D'accord. Non, le texte sur l'autodétermination, c'est le droit des nations à l'autodétermination. C'est quand il est en train de s'embrouiller avec, comment elle s'appelle, Luxembourg? Ouais. D'accord. Il y a aussi des fixes. Ça, c'est sur l'impérialisme aussi, je crois, non? Ah, c'est un autre texte. Je sais qu'ils se sont embrouillés sur ces questions. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais recevoir le 6 mai, je vais recevoir Mathieu Renaud. Ouais, je sais. Donc Mathieu Renaud, on parlera de tout ça, on parlera de Lénine, on parlera de l'impérialisme, on essaye de faire un peu... Parce que là, sur la nation, il y a un truc à dire. Je veux dire, justement, sur même si en fait on applique un peu ce que dit Lénine à l'Ukraine, par exemple, je pense qu'il y a pas mal de choses à... Ouais. Bah, il y aura aussi la question musulmane par rapport à l'URSS. Vous verrez, ça va être vraiment très très bien. Gros cerveau aussi, Mathieu Renaud, et on abordera... Très fort. Ah ouais. Luxembourg était contre l'indépendance de la Pologne, je crois, c'était ça le débat. Oui, bah, c'est les questions de l'indépendance, de l'autonomie de certains États, de l'autodétermination. On parlera de tout ça avec Mathieu Renaud. Merci tout le monde, merci. Écoute, encore merci beaucoup Marlène. Je rappelle que tu as écrit pour cette revue, Nous. Ok. Et je rappelle aussi que tu as coécrit, alors je revois mes notes parce que j'en ai pas mal, ça c'était, je m'étais trompé. Tu as coécrit l'Europe alternative démocratique, analyse et propositions de gauche avec Burbaumer et Kucker. Vous avez coordonné, il y a plusieurs articles, c'est ça? Ouais, c'est super en fait sur les conséquences de l'Union européenne dans tous les États et toutes les conséquences économiques. Donc en fait, c'est un truc international, il y a plusieurs chercheurs. Et puis des chercheurs et des militants aussi qui écrivent, donc c'est vraiment trop bien. Eh ben, écoute, merci à toi. Il y a bientôt le livre aux éditions Amsterdam. Est-ce que tu as déjà le titre ou pas du tout? Ouais. Tu veux pas le dire? Si, je peux le dire. Enfin, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, provisoirement, ce serait La fin de l'Europe, une histoire transnationale ou un truc comme ça. D'accord. Il y a le mot trans dedans.